Ah, Kiev! Cela fait des années que tu rêves de venir ici. Sortant ton fidèle appareil photo, tu commences à prendre des clichés des cathédrales, du musée de l'aviation et du fleuve Dnipro quand, sans prévenir, un énorme boum se fait entendre derrière toi. En te retournant, tu vois quelque chose qui s'élève au loin et qui ressemble à une gigantesque explosion. Oh oh, il est temps de partir, et vite! En juin 2020, ce que les habitants de Kiev ont vu ce jour-là était un nuage en forme d'enclume, une rare formation orageuse dans le ciel. Alors que de forts courants d'air transportent la vapeur d'eau vers le haut, l'air se dilate et s'étale lorsqu'il atteint le bas de la stratosphère. Il pousse le nuage dense pour lui donner la forme d'enclume que tu vois, et parfois, il prend même la forme d'un champignon. Les nuages en forme d'enclume produisent certains des éclairs les plus dangereux de tous les orages. Ces éclairs semblent sortir comme par magie du ciel bleu, alors que l'orage se trouve à plusieurs kilomètres de distance. Ce type d'éclair provient du sommet de l'enclume et peut être 10 fois plus puissant qu'un coup de foudre classique. Les gens ont été tellement effrayés de voir ce nuage géant à seulement 100 km de distance qu'ils ont pensé que quelque chose de terrible avait dû se produire. Les habitants ont diffusé des photos du grand nuage sur les réseaux sociaux avant même que les autorités ne puissent expliquer ce qui se passait. Puis, elles ont réussi à calmer les craintes de la population en l'informant que ce n'était rien de plus qu'un phénomène naturel, et qu'il était magnifique. Avant de se dissiper, ces nuages restent généralement dans une même zone, quelle que soit la force du vent. Partons vers la pointe nord du Queensland, en Australie, loin de toutes ces bestioles rampantes. Il est temps de faire une pause et de se détendre à la plage. En te mettant à l'aise, tu remarques qu'une grande ombre passe au-dessus de toi. Puis une autre, et encore une autre. En levant les yeux, tu assistes à un phénomène tout simplement stupéfiant. Ce type de nuage, appelé gloire du matin et ressemblant à un tube massif, est très rare et semble presque rouler dans le ciel. Ils peuvent mesurer jusqu'à 1000 km de long et apparaissent aussi parfois en grands groupes. Ce phénomène est le résultat d'un courant ascendant qui pousse le nuage, créant une apparence de tube, tandis que de l'air humide et plus frais à l'arrière le fait tourner sur lui-même. Dans le sud de l'Inde, entre juillet et septembre 2001, les gens ont été témoins de l'un des phénomènes météorologiques les plus étranges de l'histoire. La pluie était rouge. Beaucoup ont été sous le choc. La couleur était assez vive pour tacher les vêtements. Il y avait aussi d'autres couleurs comme le vert, le jaune, le marron et même le noir. Au milieu d'une mousson, une pluie rouge a commencé à tomber et s'est reproduite périodiquement pendant plusieurs semaines. Les chercheurs ont découvert que cette pluie inhabituelle était tachée soit par de la poussière, soit par des algues. Ils ne sont pas tout à fait sûrs de la façon dont les algues sont arrivées jusque-là, ce qui a rendu cet événement un peu plus troublant. Tu aimes prendre un bain moussant pour te détendre après une journée harassante, mais ta baignoire met trop de temps à se remplir? Problème résolu, rends-toi sur n'importe quelle côte après une grosse tempête et pique une tête. Les marées écumeuses ne sont pas cantonnées à un seul endroit, elles peuvent se former partout dans le monde. Elles sont toutefois plus susceptibles de se produire le long des côtes rocheuses, comme la côte de San Francisco, de l'Irlande du Nord ou de Mooloolaba en Australie. Chaque côte présente des conditions différentes qui forment une telle écume. Si tu prélèves de l'eau de mer dans un verre et que tu l'observes attentivement, tu verras qu'elle est pleine de minuscules particules. De nombreux éléments comme des plantes, des produits chimiques et beaucoup de sel et de minéraux créent la formule parfaite pour cette mousse. Lorsque de puissants courants et le vent mélangent le tout, on obtient quelque chose qui ressemble à de la mousse de lait flottant au-dessus de l'eau. Lorsque des températures glaciales frappent les vergers du Michigan, toutes sortes de choses inhabituelles se produisent. Comme les pommes fantômes. Non, elles ne font pas peur. Mais si tu souhaites en trouver une en hiver, attention! Toutes les conditions doivent être réunies pour que cela se produise, et il va faire un froid glacial. Il s'agit en fait d'un phénomène météorologique rare causé par le fait que les pommes gèlent sur leurs branches, la pluie recouvrant le fruit d'une fine couche de glace. Les pommes dégèlent ensuite et s'écoulent comme de la compote, ne laissant derrière elles qu'une belle enveloppe de glace. Le fleuve Catatumbo au Venezuela pourrait bien être la zone la plus électrique du monde, avec près de 300 jours d'orage par an. Les orages sont si fréquents qu'ils sont prédits 3 mois à l'avance. Pendant la saison des pluies, en octobre, tu peux voir 30 éclairs en une seule minute. Une expérience vraiment unique. Chaque éclair a l'énergie nécessaire pour alimenter une seule ampoule pendant 6 mois, si bien que ce spectacle impressionnant pourrait alimenter tout le Venezuela pour toujours.
Au coucher du soleil, des vents forts circulent autour des 3 montagnes environnantes, formant des nuages d'orage au-dessus de l'eau. Lorsque les gouttelettes d'eau de l'air humide entrent en collision avec les cristaux de glace de l'air froid, cela produit les charges statiques qui provoquent ces orages presque toutes les nuits. Et comme si ce n'était pas suffisant, certains orages ont aussi des éclairs au-dessus d'eux. Les phénomènes lumineux transitoires sont des décharges électriques situées très haut dans l'atmosphère terrestre. Ils sont associés à de puissants orages, mais ils n'ont rien à voir avec la pluie. Ces phénomènes se produisent à une altitude de 50 à 80 km dans la mésosphère. Les lumières artificielles de la nuit font qu'il est beaucoup plus difficile de voir ces éclairs de faible intensité. Si tu en aperçois un, il aura l'air minuscule alors qu'il peut faire plus de 50 km de large. Ces éclairs rouges sont un type de décharge de plasma froid au-dessus d'un nuage d'orage. Ils résultent de l'équilibre des charges de la foudre entre les nuages d'orage et le sol en dessous. Les rouleaux de neige sont l'une des curiosités météorologiques les plus rares, car il faut des conditions parfaites pour qu'ils se forment. Dans toutes les régions montagneuses couvertes de neige, comme les Rocheuses, le vent, la température, la neige, la glace et l'humidité doivent œuvrer de concert pour que nous puissions admirer ces rouleaux. Il faut d'abord une fine couche de neige humide sur le sol. Sous cette couche, de la glace ou de la poudreuse. Puis, une brise assez forte pour faire rouler le rouleau en bas d'une colline, comme une boule de neige. Une fois qu'il a cessé de rouler, il peut avoir la taille d'une balle de baseball ou être aussi grand qu'un pneu de voiture. Tout dépend de la force du vent. Un rouleau de neige nouvellement formé ne restera pas là très longtemps, alors dépêche-toi de le prendre en photo. En regardant le coucher de soleil à l'horizon, les magnifiques violets et roses au-dessus ne sont rien comparés aux 3 soleils que tu vois devant toi. Waouh! Depuis quand la Terre a-t-elle 3 soleils? Ces étoiles fantômes qui apparaissent parfois à côté du soleil s'appellent des parélies. Ils apparaissent souvent sous forme de zones lumineuses colorées à la même hauteur que le soleil au-dessus de l'horizon. On les observe surtout sur un anneau ou un halo où les cristaux de glace reflètent le mieux la lumière. Certains parélies apparaissent aussi à côté de la Lune et sont formés par la lumière lunaire passant à travers les cristaux de glace, mais on ne les voit pas autant que leurs homologues solaires. En prenant des photos dans la nature, tu as enfin trouvé l'endroit idéal pour réaliser le cliché parfait. L'eau cristalline, les pins, les montagnes et la soucoupe volante. Attends, quoi? Une soucoupe volante? Les extraterrestres sont là? C'est ce que tu pourrais te dire si tu voyais un nuage en forme de soucoupe. Il porte le doux nom d'altocumulus lenticulaire. Ce ne sont en fait que des formations nuageuses inhabituelles, au-dessus du sommet des montagnes. Lorsque l'air humide passe au-dessus d'une montagne, une vague se crée si la différence de température est idoine. Lorsque l'air traverse la vague, l'évaporation se produit et un amas de ces nuages peut alors prendre une forme ovale. Donc ce ne sont pas les extraterrestres après tout. Ouf! Le ciel nous tombe sur la tête. Les personnes qui ont déjà vu ces nuages affirment qu'ils semblent tomber du ciel. Les nuages Mammatus ressemblent à de gigantesques chamallows blancs et grumeleux, mais il serait bien difficile de les faire griller. Ces étranges nuages dufteux peuvent s'étendre sur des centaines de kilomètres dans n'importe quelle direction, restant visibles pendant de courtes périodes au bas d'un cumulonimbus ou d'autres nuages d'orage. Ces étranges formations sont dues aux turbulences au sein même de l'orage, créant une base nuageuse irrégulière. Ils peuvent apparaître partout dans le monde. Les mammatus se forment lorsque de l'air humide descend dans de l'air sec. L'air doit être plus frais que son environnement, refroidi par de la glace ou encore chargé d'eau. En Russie, sur les rives de la mer Baltique, se trouve un parc national énigmatique. La forêt dansante est un endroit qu'aucun scientifique n'a réussi à expliquer jusqu'à présent. Les pins y sont tous courbés et tordus en boucle et en spirale. Cette forêt n'existe que depuis le début des années 60, époque à laquelle les arbres ont été plantés afin de rendre plus stable le sable des dunes de cette zone. Selon une théorie, c'est le manque de stabilité des sols qui aurait provoqué la déformation des pins. D'autres théories mettent ces arbres tordus sur le compte de la puissance des vents ou encore de forces surnaturelles. Selon certains, des énergies positives et négatives convergeraient dans la forêt, provoquant ces formes étranges. Une légende locale dit qu'en passant dans le cercle d'un arbre, on ajoute une année à sa vie, ou que l'on peut faire un vœu. J'aime bien cette légende. Et puisqu'on parle d'arbres bizarres, il y en a un qui pousse dans la région du Piémont, en Italie. Si tu fais le voyage, tu verras un cerisier qui a grandi au sommet d'un mûrier. Et le plus étrange, c'est que les deux arbres sont en parfaite santé.
Une tempête permanente fait rage au pôle nord de Saturne, et sa forme est très étrange. Elle est hexagonale. C'est probablement dû au gradient des vents. La longueur totale de cette configuration nuageuse est de 14 500 km, ce qui représente environ 1900 km de plus que le diamètre de la Terre. Cela fait des années que l'on observe cet hexagone, mais le plus mystérieux est qu'il change de couleur. Il était autrefois turquoise et il a récemment pris une teinte dorée. La raison de ce changement de couleur est que le pôle se trouve progressivement exposé à la lumière du soleil à mesure que les saisons changent. La pluie n'est pas une chose rare à Oakville, dans l'État de Washington, mais celle qui tomba un jour sous la forme de grumeaux de gelée est encore à ce jour sans explication précise. On assista à cette étrange pluie sur une zone d'environ 58 km². Ceux qui s'en approchèrent ressentirent plus tard des symptômes semblables à ceux de la grippe. Qu'étaient-ce donc ces grumeaux ? Des scientifiques affirmèrent qu'ils contenaient des globules blancs humains. Des tests ultérieurs récusèrent cependant la présence de noyaux caractéristiques des leucocytes. Certains dirent ensuite qu'il pouvait s'agir de méduses évaporées ou peut-être même de déchets provenant d'un avion de ligne. Les pierres glissantes, également appelées pierres mouvantes, se déplacent toutes seules dans le parc national de la Vallée de la Mort en Californie, laissant de longues traces dans la terre et le sable sur leur passage. Diverses séquences en accéléré ont été réalisées afin de témoigner de l'étrange phénomène. Les scientifiques ont même installé des navigateurs GPS sur certaines pierres afin de démontrer leur vitesse considérable. Selon plusieurs chercheurs, ces déplacements seraient dus aux fines couches de glace qui se forment pendant la nuit dans la vallée et font glisser les pierres avant de fondre ensuite pendant la journée. Mais peut-être que quelqu'un écoute tout simplement les Rolling Stones dans le coin. Non, probablement pas. Le cratère de Batagaïka, en Sibérie, ressemble à l'entrée des enfers. Il fait environ 1 km de long et plus de 86 mètres de profondeur, mais il ne cesse de croître. Plus il s'approfondit, plus il expose ses couches souterraines. Ces strates nous révèlent à quoi ressemblait notre planète il y a des milliers d'années, et les dépressions nous renseignent sur les climats d'autrefois. Le cratère est apparu dans les années 60 à l'occasion d'une rapide déforestation. Les arbres ne jetaient plus d'ombre sur le sol et la chaleur a augmenté. La fonte du permafrost a ensuite entraîné la formation du cratère. Le bourdonnement de Taos, au Nouveau-Mexique, rend les habitants de cette ville complètement dingues depuis les années 1990. Ce bruit à basse fréquence prive les gens de sommeil et les épuise. Des scientifiques ont essayé de trouver la source de ce bourdonnement en vain jusqu'à présent. Divers bourdonnements ont également été entendus au Royaume-Uni, en Australie, au Canada et dans d'autres régions des États-Unis. Heureusement, seulement 2% de la population mondiale est capable de les entendre. On attribue leur cause aux appareils mécaniques, à différentes perturbations du système auditif et même à certains animaux. Le bourdonnement de West Seattle, par exemple, a été attribué à des poissons-crapauds. Le cercle de fées, aussi appelé rond de sorcière ou mycélium annulaire, est une mystérieuse formation circulaire de champignons qui apparaît dans les prairies et les zones forestières. Les raisons pour lesquelles ces champignons s'alignent de cette façon font l'objet de nombreux débats. Selon certaines superstitions, les fées, en dansant, brûleraient les sols, ce qui provoquerait une croissance rapide des champignons. On a découvert au Costa Rica un ensemble d'environ 300 sphères mégalithiques. Les habitants les appellent las bolas, ce qui signifie simplement les boules en français. Ces pierres sont presque parfaitement rondes. Certaines d'entre elles sont énormes, pesant jusqu'à 16 tonnes. Par ailleurs, elles sont faites de différents matériaux, de gabbro, de calcaire et de grès. Elles étaient jadis placées juste devant la demeure des chefs, mais leur origine nous est encore inconnue. Certains prétendent que ces pierres seraient originaires de l'Atlantide. Ouais. Si tu vas voir le Mékong fin octobre, tu auras la chance d'apercevoir des boules lumineuses surgir de l'eau et s'élever dans les airs. Les habitants de la région appellent ces boules lumineuses « boules de feu des Nagas ». La taille des feux varie. Ces boules rougeâtres peuvent être aussi petites qu'une étincelle et aussi grandes qu'un ballon de basket. Il peut y avoir des dizaines, voire des milliers de boules chaque nuit. Les scientifiques ne disposent d'aucune explication précise concernant ce phénomène, mais il pourrait être dû aux gaz inflammables dégagés par les marécages. Certains habitants superstitieux pensent qu'elles sont dues à un serpent géant qui vit dans le fleuve. Au Minnesota, sur la rive nord du lac supérieur, se trouve un parc surtout connu pour abriter le Devil's Kettle, ou bouilloire du diable. Il s'agit d'une chute d'eau qui se sépare en deux. Une partie de la rivière continue, tandis que l'autre partie disparaît dans un trou du sol. Si tu jettes un objet dans la bouilloire du diable, il ne réapparaîtra pas. Les scientifiques ne savent toujours pas où va l'eau qui tombe dans le trou.
La Devil's Kettle est considérée comme dangereuse parce qu'il est presque impossible d'en retracer le cours. Et oui, pas le meilleur endroit où faire du tubbing. Les grugnons sont des poissons connus pour leur étrange rituel d'accouplement. Les femelles sortent de l'eau et grimpent sur la rive. Elles enfoncent leur queue dans le sable pour y pondre des œufs. Après fécondation par les mâles, les œufs restent cachés dans le sable. La marée haute arrive et emporte à la mer les petits qui viennent d'éclore. Les scientifiques ne parviennent toujours pas à expliquer ce mode de reproduction. Les habitants de la campagne du centre de la Norvège, au-dessus de la vallée d'Esdalen, peuvent souvent voir des lumières flottantes blanches, jaunes et rouges traverser le ciel. Ces lumières apparaissent de jour comme de nuit et dans les années 80, elles furent même aperçues entre 15 et 20 fois en une seule semaine. Les lumières d'Esdalen peuvent durer quelques secondes et parfois plus d'une heure. Les lumières bougent, semblent flotter ou même se balancer. Certains scientifiques pensent que c'est de la poussière de fer ionisée qui est à l'origine de ces lumières. D'autres disent que le phénomène est dû à une combustion de sodium, d'oxygène et d'hydrogène. Mais la plupart des gens pensent qu'il s'agit tout simplement d'avions. Le parc de Yellowstone possède un célèbre lac bouillonnant, mais ce n'est pas le seul endroit au monde où l'eau est naturellement en ébullition. Au plus profond de l'Amazonie se trouve la rivière Chaney-Timpishka, longue de 6,5 km et chaude en permanence. Son nom signifie « bouillie par le soleil ». En fait, elle n'est pas vraiment bouillante, mais elle peut atteindre 91 degrés Celsius, suffisant pour cuire des pâtes. On essaie ? La température la plus basse y est d'environ 45 degrés Celsius. Ce phénomène est inexplicable étant donné qu'il faudrait que la rivière se trouve à proximité d'un volcan pour que l'eau atteigne de telles températures. Or, le volcan le plus proche se trouve à 640 km de distance. Autre possibilité, une faille souterraine. Dans l'ouest du Venezuela, les personnes qui vivent près du fleuve Catatumbo n'ont pas peur de la foudre, car ils la voient presque toutes les nuits. Cela commence vers 19h et ne s'arrête pas avant l'aube. La foudre éternelle du Catatumbo s'est arrêtée une fois pendant quelques mois, de janvier à mars 2010. C'était probablement dû à la sécheresse, ou peut-être qu'il n'y avait plus d'électricité. En 1991, un scientifique a suggéré que le phénomène se produisait en raison de la rencontre de courants d'air froid et chaud dans la région. Selon une autre théorie, la foudre pourrait être due à la présence d'uranium dans le substrat rocheux. En parlant d'éclairs, je dois filer. Salut! Des rochers qui dévalent les pentes d'un volcan en éruption, qui poussent d'autres rochers plus gros sur leur chemin et qui finissent par tomber dans l'océan en une énorme cascade, provoquant une vague d'une hauteur jamais vue auparavant. C'est ce qui pourrait se produire si le Helena Slump de la grande île d'Hawaï tombait dans l'eau. Le volcan Kilauea est loin d'être en sommeil. La dernière éruption a eu lieu en 2018. Ces éruptions sont généralement accompagnées de tremblements de terre de différentes magnitudes. Et à chaque tremblement de terre, les roches de magma sur les pentes du volcan se déplacent vers le bas. Ces formations rocheuses sont appelées slumps. Et l'Helena Slump est le plus connu d'entre eux. En 1868, l'effondrement de ce slump a provoqué un raz-de-marée de 18 mètres de haut. Mais le plus troublant est qu'il y a environ 110 000 ans, un glissement de terrain a provoqué l'un des plus puissants tremblements de terre jamais enregistrés, qui à son tour a provoqué un méga tsunami de plus de 300 mètres de haut. Les scientifiques craignent qu'un tel événement ne se reproduise à l'avenir. Si cela se produisait, la vague pourrait engloutir l'ensemble d'Hawaï et atteindre facilement les côtes d'Amérique du Nord et du Sud. Les géologues s'empressent cependant de rassurer les gens en expliquant qu'un tel glissement de terrain est peu probable dans un avenir proche. Il est tout simplement trop tôt pour cela. Mais lorsqu'il se produira, les conséquences seront catastrophiques. Bonne journée! Le parc national de Yellowstone, dans l'ouest des États-Unis, est célèbre dans le monde entier pour ses paysages éblouissants et en particulier pour le Grand Prismatic Spring, coloré, qui se trouve en son cœur. Mais nous devons tous rester conscients que Yellowstone est avant tout un énorme caldeira, en fait, un super volcan endormi. La différence entre un volcan ordinaire, comme le Kilauea d'autrefois, et un supervolcan est que ce dernier est des milliers de fois plus puissant. Imagine une éruption crachant des tonnes d'énormes rochers et des rivières de lave en fusion, pompant des nuages de cendres qui font que les pays interrompent les voyages aériens pendant des semaines. Et maintenant, multiplie tout cela par 1000. Voici à quoi ressemblerait une éruption à Yellowstone. Au début, une énorme zone au milieu du parc national tremblerait, s'effondrerait, puis serait propulsée vers le haut en une explosion de plusieurs mégatonnes. Des coulées de lave et des roches magmatiques couvriraient une superficie d'environ 100 km², soit la moitié de Washington DC.
Mais le plus grand danger est la cendre volcanique. Le panache de cendres s'élèverait à des kilomètres au-dessus et serait emporté par le vent dans toutes les directions. Comme l'éruption serait loin d'être ordinaire, la distance de propagation et les dégâts seraient également beaucoup plus importants que d'habitude. La cendre est épaisse et lourde, de sorte qu'elle couvrirait une vaste zone, détruisant les cultures et même les bâtiments. Pire encore, elle se répandrait dans l'air et bloquerait le soleil, entraînant une baisse drastique de la température et un hiver artificiel. Même les volcans réguliers peuvent faire baisser les températures mondiales de quelques degrés. Un supervolcan peut potentiellement provoquer une nouvelle ère glaciaire. Heureusement, les chances que le supervolcan de Yellowstone entre en éruption dans un avenir proche ou même lointain sont extrêmement faibles. Il n'y en a eu que 3 dans l'histoire de la Terre et rien n'indique qu'une telle catastrophe devrait se reproduire. Les scientifiques estiment la probabilité à 0,00014%, ce qui est inférieur aux chances qu'un astéroïde nous anéantisse tous. En parlant de cela, si les dinosaures pouvaient parler, et bon, s'ils étaient vivants au passage, ils te diraient que la menace des astéroïdes est tout à fait réelle. Les scientifiques de la NASA affirment avoir suivi 90% de tous les astéroïdes géocroiseurs de taille importante, et aucun d'entre eux n'est préoccupant. Mais il en reste encore 10%. De plus, les astéroïdes peuvent modifier leur trajectoire en raison de l'attraction exercée par d'autres corps célestes et finir par se diriger vers nous. Quelle chance! Si un astéroïde assez grand, de l'ordre de 1,6 km, touche la Terre, il provoquera d'abord une explosion assez puissante pour raser une douzaine de grandes villes en quelques secondes. Ensuite, l'impact soulèvera un nuage de poussière et de débris qui bloquera le Soleil, tout comme le nuage de cendres d'un volcan, et provoquera un hiver de plusieurs siècles sur toute la planète. Mais même s'il tombe dans l'océan, ce qui est plus probable, la vague qui en résultera s'élèvera à plusieurs kilomètres de hauteur, balayant les villes côtières de la surface de la planète. Mais au moins, il n'y aura pas de nouvelle ère glaciaire. Bien que les scientifiques soient pratiquement sûrs qu'une telle menace n'existe pas dans un avenir proche, on ne peut pas l'exclure complètement, et l'humanité a besoin d'au moins 5 ans pour se préparer à cet événement. Si un gros astéroïde proche de la Terre change soudainement de trajectoire et se dirige droit vers notre planète, nous n'aurons aucune chance contre lui. Un film catastrophe, quelqu'un ? Une calamité beaucoup plus probable, cependant, repose juste sous nos pieds. C'est la faille de San Andreas, en Californie. La faille est prête à se rompre depuis des années maintenant, et les scientifiques estiment qu'un tremblement de terre de ce type est susceptible de se produire dans les 3 prochaines décennies. Et quand il se produira, ce ne sera pas beau à voir. Ils s'attendent à une magnitude de 8, ce qui est comparable à certains des tremblements de terre les plus dévastateurs de l'histoire. C'est d'autant plus dangereux que la Californie abrite certaines des villes les plus peuplées de l'ouest des États-Unis, dont Los Angeles et San Francisco. Les immeubles de grande hauteur y sont courants et ils sont particulièrement vulnérables aux tremblements de terre souterrains. Le tremblement de terre de San Andreas pourrait causer beaucoup de dégâts dans les villes et les campagnes. Dans le pire des cas, le sol pourrait se briser, détruisant les bâtiments, les fermes et modifiant complètement le paysage. Cependant, les scientifiques pensent que la probabilité d'un tel tremblement de terre n'est que de 7% pour les 30 prochaines années. Il y a donc une grande chance, 93%, que nous ne voyions jamais cela de notre vivant. Pourtant, il existe un autre risque de tremblement de terre pas si éloigné du précédent, le mégaséisme au Chili. Le pays se trouve juste au-dessus de la zone de subduction, une zone où 2 plaques tectoniques se rencontrent et se superposent. Sur le lieu de leur rencontre, la tension s'accumule en raison de leur mouvement continu, et une fois que cette tension est trop forte, un tremblement de terre majeur se produit. Le Chili a connu de nombreux tremblements de terre ces dernières années, et les scientifiques s'inquiètent que ces derniers ne soient les préparatifs d'un tremblement de terre d'une ampleur beaucoup plus grande. Ils pensent qu'un grand tremblement de terre est prévu avant la fin du siècle et qu'il pourrait être dévastateur pour la zone côtière. Des séismes encore plus petits ont provoqué des tsunamis qui ont inondé la côte ouest et un énorme tremblement de terre comme celui-ci est susceptible de soulever une vague d'une hauteur incroyable. Le côté positif, c'est que le Chili sait désormais qu'il doit se préparer à l'avance aux catastrophes naturelles à venir et les géologues sont pratiquement sûrs que les gens pourront évacuer avant que le tremblement de terre ne frappe. En septembre 1859, l'astronome Richard Carrington regardait le Soleil quand il a soudainement vu une éruption lumineuse à sa surface. Il en a pris note, mais n'a réalisé l'importance de cette éruption que quelques jours plus tard. L'énergie de cette éruption a atteint la Terre et l'a frappée directement, provoquant l'apparition d'aurores boréales au-dessus de Cuba et brûlant les lignes télégraphiques partout dans le monde.
ce fut ce qu'on a appelé l'événement de Carrington, une tempête solaire. De telles tempêtes frappent la Terre assez souvent, mais aucune n'a été aussi puissante que le Carrington Event, ni avant ni après. Mais en 2012, les astronomes ont enregistré une éruption solaire similaire dont l'énergie a failli frapper notre planète une fois de plus. Si elle avait eu lieu une semaine plus tôt, nous aurions eu de gros problèmes. Aujourd'hui, l'humanité dépend de l'électricité dans presque tous les aspects de la vie, et une puissante tempête solaire perturberait beaucoup le champ électromagnétique de la Terre. Tous les appareils électriques s'arrêteraient ou court-circuiteraient, et les énormes transformateurs qui alimentent pratiquement tout tomberaient en panne pour de bon. Il faudrait des années pour les réparer, et le coût d'une panne aussi massive se chiffrerait en billions de dollars. Le pire, c'est que la science est presque incapable de prévoir les tempêtes solaires, et même si nous pouvions les connaître à l'avance, nous ne pourrions pas les arrêter. L'éruption se produit en quelques secondes, et il faut environ 8 minutes pour que les particules atteignent l'atmosphère terrestre, causant des perturbations. La panne d'électricité surviendrait un peu plus tard, d'ici un jour ou deux, lorsqu'un nuage de plasma massif atteindrait notre planète. Pour le moment, il n'y a aucune protection contre les éruptions solaires, et les chances qu'il y en ait une assez puissante pour couper toute notre électricité dans les prochaines années sont assez élevées, environ 12%. Le seul point positif dans tout cela est que nous connaissons maintenant cette possibilité et que nous pouvons au moins nous y préparer à l'avance. N'oublie pas de prendre des sous-vêtements et des chaussettes, c'est toujours utile. Tu sens un grondement venant d'en bas. Non, ce n'est pas ton ventre. C'est un son grave et inquiétant. Tu lèves les yeux et tu vois des lumières étranges suspendues au-dessus du sol. Elles ressemblent à des boules de lumière scintillantes qui planent haut dans le ciel. Ta gorge devient sèche et tu déglutis. C'est ce qu'on appelle des lumières de séisme. Ce phénomène est mal compris, mais des témoins affirment l'avoir observé sous différents aspects. Il peut se présenter sous la forme de boules lumineuses, d'éclairs en feuilles, de serpentins et d'une lueur constante dans le ciel. Peu après, un fort tremblement de terre se produit. Les scientifiques ne savent pas expliquer pourquoi ces lumières apparaissent. Et d'ailleurs, elles n'apparaissent pas toujours. Certains pensent que c'est une réaction des gaz souterrains libérés dans l'atmosphère. Maintenant, un tremblement de terre commence à se produire. Mais, heureusement pour toi, il n'est pas aussi fort que tu t'y attendais. Le sol tremble, mais tu arrives quand même à garder ton équilibre. Le tremblement s'arrête aussi brusquement qu'il a commencé et tu rentres chez toi à pied. Sur le chemin du retour, tu vois un éclair et entends comme un claquement de fouet. La foudre a frappé un arbre isolé près de l'endroit où tu étais. L'arbre a pris feu et une colonne de flammes s'élève vers le ciel. Toujours pas de pluie. Et la colonne monte de plus en plus haut. As-tu entendu parler d'un phénomène appelé tornade de feu ? Il se produit lorsque le vent est pris dans un cercle près du sol à cause de la différence de pression de l'air. Ces mini-tornades sont généralement faciles à remarquer. De petits gravats, de la poussière, du sable et des feuilles s'élèvent dans les airs et commencent à voler en cercle rapide. Si une source de feu se trouve à proximité, l'entonnoir peut l'aspirer et l'attiser comme un soufflet. Les flammes s'enroulent, montent toujours plus haut et finissent par créer une tour flamboyante. Heureusement, les tornades de feu ont une durée de vie très courte et ne causent généralement pas beaucoup de dégâts. N'essaye pas de te cacher de la tempête sous cet arbre-là. Tu peux trouver cette plante inhabituelle en Floride et sur certaines parties du pourtour caribéen. Extérieurement, elle ne semble pas particulièrement spéciale. Un tronc gris, des feuilles vertes et des fruits semblables à de petites pommes. Ce qu'il faut retenir, c'est de ne jamais cueillir ces pommes et de ne jamais rester à côté de l'arbre, surtout s'il pleut. Voici le mancenillier, qui est considéré comme l'arbre le plus dangereux du monde. Son tronc, son écorce, ses branches et ses fruits contiennent un jus toxique. Une seule goutte de ce liquide corrosif peut endommager ta peau. L'arbre peut sécréter ce jus et si tu le touches accidentellement, tu risques de te brûler la main. Lorsqu'il pleut, des gouttes d'eau tombent sur l'arbre et se mélangent au poison. L'eau peut aussi rebondir sur l'écorce et se retrouver sur ta peau. C'est pourquoi tu ne dois pas non plus te tenir à proximité. Il n'y a presque aucun autre arbuste ni de champignons qui poussent aux alentours. Les animaux évitent ces arbres et les gens ne les coupent pas et ne cueillent pas ces fruits. On ne peut pas non plus faire de feu avec ces branches. Le bois qui brûle dégage une fumée toxique qui peut abîmer les yeux. Les locaux connaissent bien cet arbre, mais les touristes et les voyageurs peuvent se blesser accidentellement. C'est pourquoi la plupart des mancenilliers sont marqués à la peinture ou portent un panneau d'avertissement. Dans l'ouest du Venezuela, les habitants qui vivent près de la rivière Catatumbo n'ont sûrement pas peur des éclairs, car ils en voient presque tous les soirs.
Ce phénomène commence vers 19h et continue jusqu'à l'aube. L'orage éternel de Catatumbo s'est arrêté une seule fois pendant quelques mois, de janvier à mars 2010. C'était probablement dû à la sécheresse, ou peut-être que la charge s'est épuisée. En 1991, un scientifique a suggéré que le phénomène se produisait à cause de la rencontre de courants d'air froid et d'air chaud dans la région. Selon une autre théorie, les éclairs pourraient être dus à la présence d'uranium dans la roche-mère. Tous les éclairs ne se produisent pas à l'intérieur des nuages. Il existe un phénomène rare appelé orage volcanique. La foudre se produit au-dessus d'un volcan, dont le plus célèbre se trouve au Japon. Il entre en éruption presque tous les jours et crache des nuages noirs très hauts dans les airs. Donc, nous avons des nuages de volcans super effrayants et des éclairs avec ça. Les éclairs ordinaires se produisent pendant un orage lorsque des cristaux de glace se heurtent les uns aux autres. Lors d'un orage volcanique, des cendres s'entrechoquent, créant de la friction et des étincelles qui illuminent le ciel. Dans l'endroit le plus chaud et l'un des plus secs de la Terre, le désert de Danakil en Afrique de l'Est, les températures dépassent souvent les 50 degrés Celsius. Ce paysage hors du commun compte de nombreux volcans et geysers actifs qui crachent des gaz toxiques comme le chlore et le soufre. Les eaux d'un vert éclatant, d'un bleu électrique et d'un jaune vif sont toutes des eaux de pluie et de mer réchauffées par le magma. Un faux pas ici peut être mortel. Le phénomène suivant s'est produit en juin 2009. Les habitants de certaines régions du Japon ont quitté leur maison après une forte averse, pour découvrir des poissons, des grenouilles et des têtards partout. Les champs, les routes, les pelouses et les toits étaient jonchés de ces créatures aquatiques. Un homme a été choqué de voir 13 carpes sur et autour de son camion. Apparemment, il s'est arrêté pour les compter. Personne ne sait avec certitude d'où venait cette étrange pluie. Mais la théorie la plus populaire affirme qu'une puissante trombe marine a ramassé toutes ces créatures. Elle les a ensuite transportées dans la haute atmosphère et a lâché les animaux sur la terre ferme et sur les populations sans méfiance qui se trouvaient en dessous. Et maintenant, bienvenue au lac Abraham au Canada. Il est complètement gelé. Tu marches sur la glace transparente et tu regardes ce qui se trouve en dessous. Pas de poissons, juste de mystérieuses bulles gelées. Elles ressemblent à de petits nuages figés dans la glace, ou à des méduses qui ont oublié d'emporter leur manteau d'hiver. Il y a des milliers de ces petites bulles qui sont en fait composées de méthane. Mais n'essaye pas de creuser un trou dans la glace pour les toucher. Le méthane est très inflammable. Il est créé par des bactéries qui mangent des feuilles, de l'herbe, des insectes ou toute autre substance organique qui se retrouve dans le lac. Lorsque le méthane touche l'eau glacée, il se transforme en dizaines de milliers de petites boules gelées. Lorsque la glace fond, elles éclatent et grésillent. On trouve des lacs similaires près de certains rivages de l'océan Arctique. Là-bas, la taille des bulles peut atteindre plusieurs fois la taille d'une montgolfière. Magnifique, mais pas sans danger. Le phénomène suivant se produit en Indonésie, sur l'île de Java. Tu arrives devant un volcan majestueux, envahi par l'herbe et les arbres. Le volcan semble endormi, mais de la fumée s'en échappe. Tu montes au sommet, épuisé, fatigué, en sueur, tu es prêt à te rafraîchir. Bravo, tu as réussi à atteindre le sommet. Tu regardes dans la bouche du volcan. Pas de lave bouillante, juste un magnifique lac turquoise et lumineux. On dirait une oasis. C'est le moment idéal pour une baignade rafraîchissante. Tu cours et te prépares à sauter. Mais ce n'est pas de l'eau, c'est de l'acide. Des gaz sulfureux s'infiltrent dans le lac depuis le dessous du volcan. Le lac lui-même est plein de métaux. Lorsque les gaz les touchent, ils forment cette belle eau turquoise, ou plutôt ce bel acide. Il vaut mieux retourner au village le plus proche, se reposer et revenir le soir quand il fait plus frais. Dans l'obscurité, le lac semble briller. Juste au-dessus de lui, tu vois des petits nuages lumineux qui explosent. Des gaz sulfureux sortent du lac, se combinent à l'air et s'illuminent d'un bleu vif. Mais ne t'approche pas trop près. La mer prend une teinte rouge sinistre, et aucun être vivant ne peut y survivre. Ce doit être de la magie noire. En fait, ce sont de minuscules algues qui se répandent de façon incontrôlée et donnent à l'eau cette teinte spécifique appelée la marée rouge. Elles contiennent des toxines qui détruisent les mammifères marins, les oiseaux et les tortues, ainsi que les créatures qui s'en nourrissent. Pour les humains, le contact se solde par des problèmes respiratoires ou une intoxication. Parfois, d'énormes navires coulent en pleine mer sans raison apparente. En réalité, cela est souvent dû aux poches de bulles que les volcans sous-marins produisent même pendant qu'ils dorment. Ces usines à magma sont cachées sous 2600 mètres d'eau. Lorsqu'elles se réveillent,
Elles agissent comme des volcans terrestres et peuvent provoquer des tsunamis destructeurs. Cet arbre ressemble à une bouteille. Pas étonnant qu'on l'appelle l'arbre bouteille. Il pousse en Namibie et attire de nombreux touristes. Mais ne t'approche pas trop près de lui, car c'est l'un des plus dangereux sur Terre. Un jus laiteux coule à l'intérieur du tronc. Il est hautement toxique pour le corps humain. Mais le bon côté des choses, c'est que ces arbres ont de belles feuilles roses et blanches avec un cœur rouge. En Australie occidentale, il y a un arbre qui était autrefois utilisé comme prison. Une cellule pour les criminels a longtemps existé à l'intérieur de l'arbre-prison Boab. Les gens y étaient généralement gardés temporairement, juste pour une nuit. Après cela, ils étaient emmenés vers leur destination finale. La prison a été construite il y a plus de 1500 ans et a été parfaitement conservée jusqu'à aujourd'hui. Les touristes qui visitent cet endroit peuvent jeter un coup d'œil à l'intérieur. Tu es en pleine randonnée dans la nature sauvage, à la recherche d'un endroit sûr où installer ton campement. Tu n'entends que les feuilles et les branches qui craquent sous tes pas. Des écureuils courent dans un arbre là-bas. Mais soudain, quelque chose d'inattendu se produit. Tu remarques quelque chose d'étrange au loin. Entre les arbres, on dirait une sorte de structure en béton. Bizarre. À ce moment, tu t'es déjà enfoncé d'une trentaine de kilomètres dans les bois, et il n'y a pas de ville ou de village à proximité. Du moins, pour autant que tu saches. Tu décides donc de sortir des sentiers battus avec tes amis pour aller voir de plus près. Mais en vous approchant, vous réalisez qu'il n'y a rien d'autre ici. Qu'est-ce que ce machin fait là? Littéralement au milieu de nulle part. Et il ne semble même pas mener à quelque chose. Tu enfiles ta casquette de Sherlock Holmes et tu mènes l'enquête. Voyons, peut-être y avait-il une vieille maison ou un manoir ici qui s'est effondré au fil des ans et dont la seule chose qu'il reste est cet escalier. Mais bizarrement, après avoir fait le tour de cette étrange structure, tu réalises qu'il n'y a aucune trace de ruine, ni même de fondation. C'est comme si quelqu'un avait découpé un escalier de sa maison, comme dans un gâteau, et l'avait déposé ici, sans aucune raison. Ok. Tes amis et toi n'avez pas vraiment envie de vous rapprocher. Il y a un truc qui cloche. Plus tu regardes cette structure, plus tu crois sentir une présence effrayante. Quelque chose te dit que tu devrais probablement quitter la zone, et aussi vite que possible. Aussi bizarre que cela puisse paraître, ces découvertes d'escaliers incongrus trônant tout seuls dans les bois sont étonnamment courantes. Certains sont en bois, d'autres en briques ou en pierre. Certains ont l'air anciens alors que d'autres semblent avoir été terminés la veille. La seule chose qu'ils ont tous en commun, c'est qu'ils ne mènent absolument nulle part et qu'ils se trouvent tous dans des endroits bien mystérieux. L'un des plus célèbres se trouve à Chesterfield dans le New Hampshire. Un long escalier d'allure médiévale fait de pierre avec des voûtes romanes au beau milieu des bois. On pense qu'il faisait partie du château de Madame Antoinette Chéry, une chanteuse parisienne des années folles. Ce château serait vieux de près d'un siècle et il a été redécouvert en 1962. Cette fois encore, il n'y avait rien d'autre qu'un escalier. Un autre ancien escalier mystérieux daterait d'il y a 9000 ans. Il se trouve dans une forêt en Italie. Il ressemble à une volée de marche qui mène à une minuscule plateforme au sommet. Pourquoi se donner la peine de le construire s'il ne mène nulle part? Eh bien, certains experts pensent qu'il pourrait s'agir d'une sorte de tour à la fonction rituelle, mais ce ne sont là que des suppositions. Il se trouve une anomalie géoïde dans l'océan Indien, tout simplement connue sous le nom de dépression de l'océan Indien. Elle produit la plus grande force gravitationnelle naturelle déformante au monde. Les dépôts de minéraux lourds, les nombreuses fosses en eau profonde et les réservoirs de magma présents perturbent le champ magnétique de cette zone. La gravité terrestre change dans différents endroits de la planète. Cela permet aux chercheurs d'étudier certains modèles et de comprendre ce qui se passe sous la surface. Des champs de gravité plus élevés signifient généralement que les matériaux sont plus denses en dessous et vice-versa. Certains scientifiques pensent que l'anomalie pourrait être une crevasse dans le manteau de la planète qui remonterait jusqu'à la croûte terrestre. L'île de Niihau semble se passer allègrement de tout progrès moderne. On n'y trouve aucune voiture car les habitants se déplacent à pied ou à vélo. Pas étonnant qu'ils aient l'air en forme. Ils vivent sans eau courante, sans internet et sans magasin. La seule école de toute l'île est alimentée par l'énergie solaire au moyen d'un générateur d'appoint. Et ce qui est génial, c'est que c'est la seule école de l'État qui soit alimentée par le soleil.
Un habitant de l'île explique certaines règles de base que les résidents permanents doivent respecter. S'ils les enfreignent, ils peuvent être expulsés. Maintenant, non loin de Bangkok, dans le nord-est de la Thaïlande, se trouve une formation rocheuse vieille de 75 millions d'années. Ces roches ressemblent à 3 baleines qui nagent ensemble. Ce magnifique motif, créé par la nature, est aujourd'hui connu sous le nom de rocher des 3 baleines. Il y a des millions d'années, cette région n'était qu'un désert, mais la Terre était en train de changer. Petit à petit, le grès a été écarté par les mouvements des plaques tectoniques et l'érosion. C'est ainsi que ces formations spectaculaires ont été créées. Si tu décides d'explorer le parcours autour des 3 baleines, tu y trouveras des cascades ainsi qu'une faune et une flore abondantes. Situées sur les péninsules du Yamal et du Guidan, ces vastes fosses ont été découvertes en 2014. Elles semblent toujours en constante évolution. Les fosses tendent à s'élargir de sorte que les gens les repèrent de plus en plus souvent. Bien sûr, les théories sur la façon dont elles sont apparues ne manquent pas. Les hypothèses vont de l'impact de météorites à l'activité d'anciennes civilisations. Mais l'explication la plus répandue est que c'est le méthane qui a réagi aux molécules d'eau après que le permafrost de la planète ait commencé à fondre. Cela aurait entraîné l'éclatement de bulles de méthane à travers la glace. Ces cratères pourraient avoir des milliers d'années, mais personne n'en est certain. Tu te rends dans l'état du Nouveau-Mexique, dans la petite ville de Taos. 2% des habitants y entendent tous les jours un étrange bourdonnement dans l'air. Certains pensent que ce son est lié d'une manière ou d'une autre aux technologies utilisées par les envoyés d'autres galaxies. Il existe aussi une légende selon laquelle quelque chose de sinistre se tapirait dans la ville. On murmure que Taos est maudite. Un mauvais esprit ou quelques fantômes puniraient les gens pour une faute commise par leurs ancêtres dans le passé. Les scientifiques ne peuvent toujours pas expliquer la nature de ce son. Une autre théorie avance qu'il serait causé par l'acoustique inhabituelle de l'endroit, tandis que d'autres pensent que ce bourdonnement n'est rien qu'une hallucination collective. Certains pourraient l'entendre pour la simple raison que tout le monde en parle, et nos esprits généreraient l'illusion d'un son qui n'existe pas vraiment. Ce son n'est pas non plus le même pour tout le monde. Pour certains, c'est une vibration grave, pour d'autres, c'est plutôt un bourdonnement. Mais ce n'est pas le seul endroit où tu puisses entendre ces bruits étranges. On l'appelle le hum et des gens du monde entier prétendent l'avoir entendu. Certains habitants d'un petit village d'Écosse le décrivent comme un bourdonnement grave et épais, tandis que les habitants de Floride auraient également distingué un bruit similaire. On ne sait pas exactement quand ce phénomène est apparu, mais la première fois que la presse a commencé à en parler, c'était dans les années 1970 en Angleterre. De plus, il existe des traces écrites d'un bourdonnement mystérieux datant de près de 200 ans. Selon certaines estimations, seuls environ 2% des gens sur la planète peuvent entendre ce fameux hum. Peut-être que leurs oreilles captent des ondes de basse fréquence, ou peut-être que la raison est tout autre. Un volcan en Indonésie crache de la lave bleu vif et produit des flammes bleues et violettes électriques. Ce phénomène se produit parce que ce volcan a des niveaux de soufre parmi les plus élevés au monde. Il a donc aussi une odeur nauséabonde assez caractéristique. Mais je m'égare. Lorsque les gaz sulfureux interagissent avec l'air chaud et brûlant, ils sont enflammés par la lave en fusion et deviennent bleus. Tu peux aussi trouver le plus grand lac acide du monde à l'intérieur de ce cratère. Oui, cet endroit est une vraie plaie. Ce n'est pas non plus pour rien que les rivières et les lacs sous-marins sont appelés des bassins de saumure. La salinité élevée rend l'eau qui s'y trouve plus dense que l'eau de mer environnante. C'est pourquoi elle coule au fond, formant des rivières et des lacs. Ceux-ci ont même leurs propres vagues, et ces vagues peuvent parfois heurter les rivages. Si tu descendais dans un sous-marin, il flotterait facilement à la surface d'un bassin de saumure. Mais sans sous-marin, nager dans un tel environnement serait trop risqué. Il contient trop de méthane et de sulfure d'hydrogène toxique. Oui, je m'en passerais bien aussi, mais fais-toi plaisir, hein. La grotte des cristaux au Mexique abrite des formations cristallines parmi les plus uniques au monde. Grâce aux conditions extrêmement rares qui règnent dans la grotte, les cristaux y atteignent des tailles phénoménales. L'air est incroyablement humide et l'eau contient des tonnes de minéraux qui stimulent la croissance de ces géants d'un blanc laiteux. Certains d'entre eux sont plus longs que des poteaux téléphoniques. Les rouleaux de neige cylindriques se produisent lorsqu'une rafale de vent commence à faire rouler de la neige sur une pente enneigée, un peu comme pour faire une boule de neige.
Mais si c'était une boule, elle finirait par devenir trop lourde pour que le vent puisse la déplacer. Sauf qu'ici, le centre du rouleau est creux. Cela se produit parce que sa couche intérieure est trop fine et est emportée par le vent à mesure que le rouleau se forme. Et ça rend l'objet plus léger qu'une boule de neige. C'est aussi pour cela qu'il roule plus loin. Malheureusement, les rouleaux de neige sont rares car ils ont besoin de conditions bien précises pour apparaître. La dépression de Danakil, en Éthiopie, est probablement l'un des endroits les plus bizarres que tu verras. Elle est constellée de sources chaudes aux couleurs de néon, de bassins de lave et de vastes étendues de sel. Tu dois être particulièrement prudent là-bas. Des gaz toxiques tourbillonnent au-dessus des phénomènes hydrothermaux. Et de nombreux bassins sont extrêmement acides. Alors ne va pas t'y baigner, attends au moins 30 minutes après le déjeuner. Non, je plaisante. Et enfin, il n'y a rien de mystérieux dans ces 28 000 canards en caoutchouc retrouvés dans les mers en 1992. Un bateau transportant des jouets pour le bain a perdu sa cargaison dans l'océan alors qu'il voyageait de Hong Kong vers les États-Unis. Certains de ces canards y flottent toujours plusieurs décennies plus tard. Ils ont été repérés en Amérique du Sud, en Alaska, à Hawaï et même en Australie. Et ils rendent toujours l'heure du bain aussi amusante. Oh, pouet pouet les petits canards! Hey, tu as déjà assisté à un arc-en-ciel de feu? Ouais, moi non plus. Et un arc circum-horizontal? Je ne pense pas, mais juste pour que tu saches, c'est la même chose. À première vue, ça ressemble à un tableau, ou à une grande trace dans le ciel aux couleurs de l'arc-en-ciel. Malgré leur nom, ils n'ont rien en commun avec le feu ou la pluie. Ce phénomène se produit en de rares occasions lorsque le soleil brille à travers une certaine formation de nuages chargés de glace. Les halos aux couleurs de l'arc-en-ciel sont tout aussi uniques. Là encore, un type spécifique de cristaux de glace doit être présent dans les nuages pour que la surface de la Terre courbe la lumière du soleil en un anneau parfait. La même chose peut se produire avec la lumière de la Lune. La seule différence étant que les halos lunaires sont généralement blancs et que les halos solaires peuvent être aux couleurs de l'arc-en-ciel. Lorsque tu visites des régions de haute altitude, tu peux être l'un des rares chanceux à apercevoir des pénitents de neige. Il s'agit en fait de pics de glace constitués naturellement. Pour qu'ils se forment, il faut un environnement vraiment froid, en hauteur et où l'air soit sec. La lumière du soleil transforme directement la glace en vapeur plutôt que de la faire fondre en eau. Et c'est pourquoi ces lames de neige et de glace commencent à apparaître à la surface de la Terre. Aussi gracieuses qu'elles puissent être, elles peuvent finir par atteindre une hauteur de près de 5 mètres. Que se passe-t-il lorsque de petites gouttelettes de lave rencontrent le vent? Eh bien, ce sont les cheveux de Pelée. Laisse-moi t'expliquer. Le mot Pelée vient de l'ancienne déesse hawaïenne des volcans. Chaque fois que le vent emporte de petites gouttes de lave, il les étire pour former des brins semblables à des cheveux, un peu comme dans le processus de création d'un fil de verre. Ces brins délicats peuvent s'étirer jusqu'à 2 mètres. En de rares occasions, il peut pleuvoir sans aucun nuage. Mais est-ce vraiment de la pluie? Examinons les aspects scientifiques de ce phénomène rare. On l'appelle parfois une averse de soleil car on a l'impression que la pluie tombe tout droit de notre astre. Mais soyons clairs, il est impossible que de la pluie tombe directement du soleil. Les nuages de pluie se trouvent à une certaine distance de l'endroit où il pleut. Lorsque les rayons du soleil sont orientés d'une certaine façon, les nuages se retrouvent hors de vue. Ajoute un peu de vent pour souffler la pluie dans ta direction et abracadabra, on obtient des averses en plein soleil. En Bolivie se trouve un endroit appelé le Salar d'Uyuni. C'est le plus grand désert de sel au monde, mesurant environ 10 580 km². C'est également là que se trouve la moitié du lithium de la planète, un élément crucial dans la fabrication des batteries. Mais qu'y a-t-il d'autre de si spécial dans cet endroit ? Chaque fois que la saison des pluies arrive, elle transforme cette étendue de terre plate en un lac miroir parfaitement réfléchissant. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand tu entends parler de cascade de sang? Un film d'horreur? Mouah! Eh bien, il s'agit tout simplement d'une série de chutes d'eau situées dans l'une des régions les plus sèches de l'Antarctique. Elles émergent d'un lac souterrain rempli d'un certain type de bactéries. Ces petits organismes utilisent des sulfates comme nutriments au lieu de sucre, ce qui les rend fascinants pour les scientifiques. L'eau contenue dans ce lac est tellement saturée de fer qu'elle rouille tout simplement au contact de l'air, d'où la couleur rougeâtre de la cascade qui lui vaut son nom. Ok, nous connaissons tous la chanson Rose du désert de Sting, mais elle n'est pas totalement imaginaire. Il existe bel et bien une chose appelée la rose des sables,
Il ne s'agit pas d'une plante, mais d'une formation unique de gypse. Elle se développe dans des endroits secs et sablonneux qui peuvent être occasionnellement inondés. Ce passage constant entre un environnement humide et sec permet aux cristaux de gypse d'émerger entre les grains de sable, les emprisonnant dans une forme de rose. Tu as déjà entendu parler de l'œil de l'Afrique? Les scientifiques essaient toujours de comprendre comment il s'est formé. Tu ne peux le voir que si tu le survoles, mais il s'agit en fait d'un dôme naturel. La structure de Richat, formée il y a environ 100 millions d'années. Et non, je n'étais pas là à l'époque. Elle a un diamètre approximatif de 40 km et se compose de plusieurs anneaux concentriques. Le plus grand, ou la zone centrale, mesure environ 30 km de diamètre. Les astronautes ont été parmi les premières personnes à le remarquer et elle a été abondamment étudiée depuis. Aujourd'hui encore, lorsque les astronautes atterrissent en Floride, ils savent qu'ils sont presque chez eux lorsqu'ils aperçoivent l'œil de l'Afrique. L'un des arbres les plus joliment colorés du monde se trouve aux Philippines et en Indonésie. On l'appelle l'eucalyptus arc-en-ciel. Il doit son nom à son écorce qui change de couleur et se détache au fur et à mesure que l'arbre vieillit. L'écorce vert vif est la plus jeune car elle regorge de chlorophylle que l'on trouve habituellement dans les feuilles. Elle passe ensuite au violet puis à la couleur rouge. Enfin, elle devient brune à mesure qu'elle grandit et perd sa chlorophylle. Ne te fais pas d'illusions en pensant qu'il y a là une forêt tout entière. Il s'agit en fait d'un seul arbre. Et non, ce n'est pas non plus une sorte d'illusion d'optique. Laisse-moi t'expliquer. Sous la terre, il existe un réseau complexe de racines qui relie environ 47 000 formes d'arbres qui émergent du sol. On l'appelle le peuplier faux-tremble. Certains de ces arbres font partie des organismes les plus anciens et les plus grands du monde. Voilà une bonne destination pour tous les voyageurs. Enfin, peut-être pas si bonne que ça en fait. La zone la plus fréquemment touchée par la foudre au monde, selon des données récentes publiées par la NASA, est le lac Maracaibo au Venezuela. Sur tous les jours de l'année, 300 en moyenne présentent des orages à cet endroit. Mais qu'est-ce qui rend cette région si unique au point que des orages s'y produisent aussi souvent? Eh bien, c'est parce que c'est là que l'air frais des montagnes rencontre la brise chaude et humide du lac, ce qui génère de l'électricité au-dessus de lui. Les chutes de la Flamme éternelle se trouvent dans le nord de l'État de New York, près de la frontière canadienne. Dans cette région, il y a une minuscule chute d'eau qui abrite un grand secret, une gerbe de feu d'environ 20 cm de haut. Il se trouve qu'un suintement de gaz naturel alimente la flamme derrière cette cascade. La chute d'eau, pour sa part, fournit une couverture suffisante pour qu'elle reste allumée à peu près tout le temps. Les randonneurs aiment bien la rallumer s'ils voient qu'elle s'est éteinte. Ce phénomène est assez courant, mais cet exemple-ci a gagné en popularité car il est plus récent que la plupart. Et il est très beau sur les photos, soyons honnêtes. J'ai entendu parler de sable jaune, de sable blanc et même de sable noir ici et là, mais je n'avais jamais entendu parler de plages vertes jusqu'à maintenant. Papacoela, également connu sous le nom de Green Sand Beach, est situé à Hawaï et c'est l'une des rares plages au monde à présenter du sable vert. Cette coloration unique provient de la roche olivine qui s'est formée lors de l'éruption d'un volcan voisin. Et à vrai dire, à Hawaï, ce ne sont pas les volcans qui manquent. Oublie les sables verts car certaines autres plages du monde peuvent même briller la nuit, et c'est complètement naturel. Le responsable, une petite chose appelée le phytoplancton, ou microalgues comme on les appelle parfois. Ce sont en fait de petites plantes qui contiennent de la chlorophylle et ont besoin de la lumière du soleil pour vivre et se développer. La plupart des sortes de phytoplancton sont capables de flotter dans la partie supérieure de l'océan, où la lumière du soleil peut encore les atteindre sous l'eau. Lorsque le phytoplancton est agité par le mouvement des vagues et des courants, il émet de la lumière, ce qui donne l'impression que certains brillent pendant la nuit. On trouve ces micro-organismes particuliers sur les plages de nombreux endroits du monde, comme les Maldives, Porto Rico et les Everglades. Au pied d'une montagne située à proximité d'Afton, dans le Wyoming, se trouve une petite rivière appelée Source intermittente. Il n'en existe que quelques-unes dans le monde entier. Mais qu'est-ce qui rend ce petit filet d'eau si mystérieux? Peut-être le fait qu'il commence et s'arrête toutes les quelques minutes. Les scientifiques n'ont pas encore trouvé la raison précise de ce phénomène. Ils pensent qu'il s'agit simplement d'un effet de siphon qui se produit dans les profondeurs du sol et qui fait que la rivière commence et s'arrête fréquemment. Si tu as envie d'y jeter un coup d'œil, assure-toi de le faire à la fin de l'été, car c'est à ce moment-là que la source intermittente est la plus active. Enfin, pour le coup, ce n'est qu'une façon de parler. Voici John.
John semble attirer le mauvais temps et toutes sortes de catastrophes naturelles partout où il va. Un jour, John remarque que son chien est agité. Le toutou n'arrête pas de gratter sur la porte d'entrée et de s'agiter dans la maison. Il essaye même de se cacher dans un coin en hurlant et en aboyant. Lorsque des tasses commencent à tinter dans l'armoire, John comprend ce que cela signifie. Le bruit est produit par des chocs précurseurs, des mini-séismes qui précèdent l'événement principal. Les tremblements de terre se produisent souvent en grappe. Après quelques faibles tremblements de terre, il est probable qu'un plus gros soit en préparation. Précédant la catastrophe, on peut aussi remarquer des lumières bleues bizarres. Certaines d'entre elles semblent sortir du sol, d'autres planent dans les airs. Ce sont des lumières de séisme. Elles peuvent apparaître plusieurs jours ou quelques secondes avant que le sol ne commence à trembler. Maintenant, John marche le long du rivage de l'océan. Soudain, il voit l'eau se retirer de la plage à une vitesse fulgurante. John, mon ami, fuit aussi vite que possible et trouve un point en hauteur. Un tsunami arrive, et ta vie pourrait dépendre de la rapidité de ta réaction. Si John repère une élévation inattendue du niveau de la mer, cela peut être un autre signe de l'approche d'un tsunami. Cela se produit dans 40% des cas. L'eau qui arrive est la première vague du tsunami. La deuxième, beaucoup plus grande, arrivera environ 10 minutes plus tard. John peut aussi remarquer que l'eau de mer bouillonne, tourbillonne et crée des motifs bizarres. C'est un autre signe certain qu'un tsunami est proche. Maintenant, John a l'impression que quelque chose cloche avec le soleil. À travers ses lunettes de soleil spéciales très polarisées, il voit qu'il y a des éruptions irrégulières autour du contour de l'étoile. Si ces rayons bizarres sont accompagnés d'aurores dans le monde entier, ils sont le signe d'une tempête solaire. Ces tempêtes sont généralement causées par des perturbations du champ magnétique du soleil. Dans ce cas, les explosions de gaz et de radiation à la surface du soleil deviennent si massives et puissantes qu'elles peuvent même atteindre notre planète. Heureusement, les tempêtes solaires ne sont pas vraiment dangereuses pour les gens, mais elles peuvent perturber le réseau électrique et même provoquer des pannes. Le ciel au-dessus de la tête de John s'assombrit et devient sinistrement vert. Quelque chose le frappe sur le front. Aïe! Il ramasse l'objet en question, c'est un grelon. Pourtant, il ne fait pas si froid dehors et il ne pleut pas. Bientôt, il entend un bruit qui s'approche rapidement et se transforme en un fort rugissement. On dirait qu'un train de marchandises fonce vers lui. Mais ce n'est pas un train, c'est une tornade. L'entonnoir n'est pas visible derrière un nuage de débris, mais John ne peut pas confondre cette colonne d'air en rotation avec autre chose. Tu es sur la route, John? Alors éloigne-toi le plus possible de ta voiture. Vite, trouve un fossé, allonge-toi dedans et couvre-toi la tête. Tu es en intérieur? Alors éloigne-toi des fenêtres et descends au sous-sol si possible. Et s'il te plaît, fais très attention si tu aperçois des nuages de forme conique. Ceci signifie de violentes tempêtes. Et si tu remarques qu'un tel nuage commence à tourner sur lui-même, cherche immédiatement un abri. Cherche immédiatement un abri. Le nuage est en train de se transformer en tornade sous tes yeux. La bonne nouvelle, c'est que John ne doit s'inquiéter que des nuages coniques chauds, car les nuages froids sont totalement inoffensifs. Le seul problème, c'est qu'il faut pouvoir déterminer la température du nuage rien qu'en le regardant. Tiens, John vient de repérer des arbres aux formes étranges. Ils ressemblent à la lettre J et poussent sur une pente. Cela signifie que le sol sous les pieds de John est probablement instable. S'il continue à marcher ici, cela pourrait provoquer un dangereux glissement de terrain. Les vagues carrées apparaissent lorsque deux formes de vagues différentes s'écrasent l'une contre l'autre. Ce phénomène est plutôt beau à voir, mais non, ne va pas dans l'eau, John. Continue à le regarder depuis la rive. Les courants croisés à cet endroit peuvent facilement entraîner même le nageur le plus expérimenté sous la surface. John continue de marcher le long de la rive. À un moment donné, il voit des vagues violentes et agitées transportant des débris océaniques et des algues. Cette fois, il reste hors de l'eau. Il sait que cela peut être le signe d'un fort courant de retour qui peut emporter un nageur très loin au large. Que dirais-tu maintenant d'une promenade dans le parc? John aime cette idée. Le soleil brille et le ciel est si bleu. Soudain, il aperçoit un nuage vertical qui grandit rapidement. Au début, il semble d'un blanc éclatant, mais à mesure qu'il s'approche, à une vitesse alarmante, il devient dense et couleur d'encre. Le ciel s'assombrit, il commence à y avoir du vent. C'est alors que John remarque que ses cheveux se dressent sur la tête. C'est le signe qu'il est sur le point d'être frappé par la foudre. À ce moment précis, des charges positives s'élèvent de son corps. Elles se dirigent vers la partie chargée négativement de l'orage. S'il ne réagit pas rapidement, ces charges vont se rencontrer.
Il n'y a nulle part où se cacher. Alors John doit s'accroupir et essayer de se rendre plus petit que les objets qui l'entourent. Oh non, John, ne t'allonge pas sur le sol. Il est peut-être humide et par conséquent conducteur d'électricité. Il y a d'autres signes qui indiquent le danger pendant un orage électrique. Les paumes de John peuvent commencer à transpirer. Il peut entendre des craquements et des bourdonnements bizarres provenant d'objets métalliques à proximité. Sa peau peut commencer à picoter. Il peut ressentir un étrange goût métallique dans sa bouche. De plus, il est probable que John sente une odeur de chlore, qui est celle de l'ozone. Les charges électriques divisent les molécules d'azote et d'oxygène, qui sont les principaux gaz composant l'atmosphère, en atomes séparés. Lorsque ces atomes se réunissent à nouveau, certains d'entre eux produisent des molécules composées de 3 atomes d'oxygène. C'est l'ozone. On peut en sentir l'odeur pendant un orage, car les courants descendants amènent ce gaz des hautes altitudes à notre niveau. Certains insectes peuvent sentir un orage arriver. Ils se préparent à la catastrophe naturelle en se figeant. Alors, quand John remarque que les insectes autour de lui ont l'air de somnoler, il sait qu'il doit se préparer. Oh, et les abeilles peuvent prédire les fortes tempêtes de pluie. Elles se mettent à travailler beaucoup plus dur la veille du jour où il commence à pleuvoir. Alors qu'il se promène près de la rivière pendant une période de forte pluie, John entend un rugissement. Il est paralysé par la peur. Il s'agit probablement d'une crue soudaine qui se dirige dans sa direction. En effet, il voit bientôt des débris descendre avec le courant. L'eau change rapidement de couleur, devenant boueuse et foncée. Les crues éclairs sont très dangereuses. Alors mets-toi tout de suite à l'abri, Johnny. Un autre jour, John voit un spectaculaire nuage mural. Il semble s'étendre sur 8 km. Dans le meilleur des cas, il s'agit simplement d'une tempête violente qui arrive. Mais si le nuage mural commence à se déplacer en cercle, c'est le signe certain d'une tornade. John marche sur un champ de glace dans la montagne, écoutant les sons que fait la glace sous ses pieds. Le bruit est plutôt creux. Vite, John, vérifie s'il y a des fissures autour de tes empreintes de pas. Si c'est le cas, il y a de fortes chances qu'une avalanche soit sur le point de se produire. Bientôt, John voit effectivement une avalanche se déplacer dans sa direction. Il fait de son mieux pour quitter la pente. Dans la plupart des cas, il pourrait probablement la distancer en se dirigeant vers le bas de la pente, puis en se dirigeant sur le côté. Mais pas cette fois. Il réalise qu'il n'a pas assez de temps et se dirige vers l'arbre le plus proche. Si John s'y accroche très fort, l'avalanche ne l'entraînera peut-être pas. Mais si cela ne fonctionne pas, il doit essayer de nager jusqu'à la surface de l'avalanche tant qu'elle est encore en mouvement. Par une belle soirée d'été, John remarque que des feuilles aux tiges souples s'affaissent tout à coup. Ah, c'est peut-être à cause d'une tempête à venir. Juste avant l'arrivée d'une tempête, l'air devient généralement plus humide, les feuilles deviennent aussi humides et lourdes et le vent les retourne facilement. John vit dans une assez vieille maison et est habitué à voir des fissures dans les murs intérieurs. Mais un jour, il remarque que certaines d'entre elles se sont élargies. Et regarde, il y en a aussi des nouvelles. C'est un signal d'alarme. Il vit dans une région très calcaire, donc de nouvelles fissures peuvent signifier qu'un gouffre est sur le point de s'ouvrir à côté de sa maison. John se dépêche de rentrer chez lui en essayant de ne pas perdre de temps à admirer les nuages accrus. Il semble tout droit tiré d'un film de science-fiction. Il se forme lorsque de l'air chaud et humide est pris dans un courant ascendant d'orage. Et ces nuages de mauvais augure signifient le plus souvent qu'une tempête se prépare. Boum! Imagine une énorme explosion. Ce boom est loin d'être suffisant pour illustrer la détonation la plus puissante que tu aies jamais vue. En effet, c'est carrément un lac tout entier qui vient d'exploser. Tout ce que tu voulais faire, c'était allumer des feux d'artifice dans ce lieu pittoresque. Mais visiblement, tu as totalement zappé le panneau « Danger, feu strictement interdit ». Et maintenant, un terrible mur d'eau fumante se précipite à toute vitesse sur toi. Mais d'abord, revenons au début de l'histoire. Tu es à Alberta, au Canada, et tu viens d'arriver au lac Abraham pour faire la randonnée de ta vie. Le lac est gelé et la vue est superbe. Ces bulles sous la glace ressemblent à des centaines de méduses gelées. En réalité, elles sont faites de méthane, un gaz toxique et hautement inflammable produit par les bactéries qui vivent au fond du lac. C'est pourquoi le panneau est là. Si tu allumes une allumette sur cette glace, tu pourrais prendre feu. Heureusement, tu en as pris note en venant ici et tu as rangé les feux d'artifice que tu voulais allumer. Très bien. Maintenant, un autre endroit, une autre époque, un autre lac. Celui-ci n'est pas gelé, en fait, il n'a probablement pas connu d'hiver depuis la dernière période glaciaire. Nous sommes au Cameroun à présent et l'endroit s'appelle le lac Nyos. Il a l'air paisible, mais ne t'y trompe pas.
Ces eaux brun-orangé cachent un secret mortel. Le lac se trouve au sommet d'une zone très volatile et les fissures de son fond laissent échapper d'énormes quantités de dioxyde de carbone. Lorsque le sol se déplace, ce gaz se déverse hors du lac et s'écoule sur des kilomètres autour de celui-ci. Les concentrations sont si élevées qu'un seul souffle pourrait te faire perdre connaissance et tu n'aurais carrément aucune chance de te réveiller. Tu imagines le tableau. Mais le plus inquiétant, c'est que le CO2 n'a ni odeur ni couleur, donc on ne peut même pas le voir venir. Les autorités locales ont mis en place un système de tuyaux qui draine le gaz du lac, le rendant relativement sûr pour les personnes et les animaux à proximité. Et un autre lac toxique, le Kivu, à la frontière du Congo et du Rwanda, a même été aménagé pour fournir de l'énergie à des millions de personnes grâce à ces gaz. Puisque nous sommes en Afrique, allons jusqu'à visiter la dépression de Danakil en Éthiopie. Surnommée l'endroit le plus chaud de la planète, elle porte bien son nom. Le ravin est parsemé de sources d'eau extrêmement chaudes, d'étangs d'acides toxiques et de volcans actifs. Le paysage est juste hallucinant et il s'agit probablement du seul endroit habité sur Terre où aucune vie ne peut exister. Oui, c'est un oxymore, je sais. Le peuple Afar vit ici toute l'année et récolte le sel autour des sources pour en faire le commerce, alors que les scientifiques n'ont trouvé aucune preuve de vie microbienne dans celui-ci. Les humains sont connus pour s'installer partout, jusque dans des endroits que, normalement, n'importe qui devrait plutôt avoir tendance à fuir. Prenons l'exemple du mont Tambora en Indonésie. Des milliers de personnes vivaient sur et autour de ces pentes depuis des siècles, jusqu'à ce jour fatidique de 1815. Le Tambora est un volcan, et cette année-là, il a décidé d'entrer en éruption, ce qui a provoqué une explosion qui a tout effacé sur l'île. Elle a été entendue à près de 1000 km de là. Il a craché tellement de cendres volcaniques qu'elles sont retombées sur les îles environnantes et ont provoqué une année sans été dans tout l'hémisphère nord. C'était l'éruption la plus puissante des 10 000 dernières années. Et après celle-ci, le mont Tambora a perdu jusqu'à 1524 mètres de sa hauteur. Mais revenons à notre époque. Il y a une île que tu n'auras jamais le droit de visiter. Mais je parie que tu voudrais l'éviter à tout prix de toute façon. L'île aux serpents, au Brésil, abrite des milliers de serpents, comme son nom l'indique. Dès que tu poseras le pied sur son sol, tu courras le grand risque d'être mordu par une vipère. L'île est également le seul endroit où il est possible de rencontrer une vipère à tête de lance dorée. La rencontre d'une vie, assurément. Cet endroit est si dangereux que le Brésil en a interdit totalement l'accès aux touristes et à tout autre visiteur. Bon, je vais changer de plan alors. Maintenant, enfile tes vêtements les plus chauds et n'oublie pas ton chapeau en fourrure. Nous allons à Oymyakon, en Russie. C'est une petite ville du Grand Nord et c'est aussi l'endroit habité le plus froid de la planète. Le seul endroit sur Terre où la température moyenne est plus basse, c'est l'Antarctique. Alors c'est pour te dire à quel point il y fait glacé. En hiver, si tu oublies de mettre un pull, un autre pull, encore un autre pull et un manteau de fourrure, tu seras frigorifié jusqu'à l'os en quelques secondes. Ici, les températures chutent jusqu'à moins 71 degrés Celsius. Les fruits frais se transforment en morceaux de glace en quelques minutes et deviennent si durs qu'ici, tu pourras utiliser une pomme pour enfoncer des clous dans le bois. Avant de congeler sur place, allons dans un endroit où aucun bateau ne pourra t'emmener, la côte des Squelettes en Namibie. Non, sérieusement, tu ne peux arriver ici qu'en voiture ou en avion, car les bateaux et les navires ne s'approchent pas de cet endroit. Les eaux sont traîtresses et les coups de vent soudains font tourner les bateaux et les projettent contre les rochers acérés qui se cachent sous l'eau pour éventrer leur coque. La côte elle-même s'étend sur des centaines de kilomètres et est divisée en deux parties, l'une au sud et l'autre au nord. Les visiteurs à bord de véhicules tout-terrain sont autorisés à entrer librement dans la partie sud, mais seules 800 personnes par an peuvent se rendre dans la partie nord et seulement dans le cadre de visites guidées. On sait que beaucoup de gens se sont perdus à jamais dans ce désert, et c'est un endroit vraiment redoutable. Il doit son nom aux nombreuses carcasses d'animaux qui y sont trouvées. Pourtant, environ 50 000 indigènes parviennent à survivre ici, avec des animaux qui se sont eux aussi adaptés. Phoques, lézards, hyènes et même éléphants. Qui pourrait croire qu'il existe une machine de destruction massive en plein cœur de l'Europe? Eh oui, Naples, l'une des villes les plus célèbres d'Italie, est construite au sommet d'un supervolcan en activité. En 2018, des scientifiques ont remarqué que cette énorme montagne accumulait du magma dans ses profondeurs. Ils affirment que ce volcan n'est pas réellement susceptible d'entrer en éruption dans un avenir proche. Mais il existe un volcan plus petit, mais non moins dangereux à quelques kilomètres de là, le tristement célèbre Vésuve.
Tu as sans doute déjà entendu parler de lui. C'est lui qui est entré en éruption, voilà 2000 ans, recouvrant de cendres et de magma la ville romaine de Pompéi. Le Vésuve est actif depuis longtemps et les citoyens, comme les visiteurs de Naples, mettent leur vie en danger chaque fois qu'ils passent en ville. Alors tant qu'on y est, autant essayer la pizza. Le nord-est de la France est également un endroit peu accueillant. Depuis les années 1920, il existe une zone baptisée « zone rouge » déclarée interdite au public. Si par hasard tu te retrouvais dans cet endroit désolé, tu ne verrais que des plantes cramées et une terre brûlée, en complète opposition avec les paysages luxuriants du reste du pays. Le sol et l'air sont tellement pollués que les gens n'ont pas le droit d'y entrer par crainte de s'asphyxier. De toute façon, rien ne peut survivre dans cette zone rouge. Il y a une île habitée au Japon qui a été fermée aux voyages aériens pendant 8 ans. Miyake-jima est en fait un volcan sur les pentes duquel vivent des gens, mais il entre en éruption tous les 20 ans environ, sachant que la dernière ayant eu lieu en 2000. Normalement, le volcan ne déverse pas de lave, mais il rejette d'énormes nuages de gaz sulfurique toxiques. Et n'oublie surtout pas ton masque. À propos, sache qu'au plus fort de son activité, les habitants de l'île devaient porter des masques à gaz en permanence avec eux. Et même des années après l'éruption, ils avaient encore le réflexe de prendre ces masques avec eux, juste au cas où. Je peux les comprendre. Non loin de là où nous venons d'aller, dans la région russe du Kamtchatka, se trouve une vallée incroyablement belle dans laquelle personne ne veut pourtant rester trop longtemps. On l'appelle sinistrement la vallée de la mort et elle se trouve au pied d'un autre volcan en activité. Lorsque la montagne laisse échapper ses fumées, spoiler, assez souvent, les gaz toxiques plus lourds que l'air dévalent ses pentes et se déversent dans la vallée. Les plus petites créatures n'ont aucune chance de survivre en respirant ces gaz, et même les plus grands animaux et les humains auront du mal à s'en sortir indemnes. Une autre destination de vacances mortelle est le détroit de Salstromen en Norvège. Il a l'air calme et magnifique et tout y donne envie de se baigner joyeusement dans ses eaux. Mais ne t'y aventure surtout pas. Toutes les 6 heures, le calme détroit se transforme en une masse rugissante secouée d'énormes et puissants tourbillons. C'est à cause d'un courant de marée entre 2 fjords qui s'unissent et s'opposent ici. À marée haute, le courant est trop fort pour les 3 ruisseaux, ce qui en fait un piège mortel pour les nageurs et les bateaux. En Bolivie, il y a une route de 72 km que seuls les plus courageux osent parcourir. La route des Yungas longe une chaîne de montagnes et constitue une attraction majeure pour les cyclistes avides de sensations fortes. Un nouveau passage a été construit pour contourner les parties les plus dangereuses de la route. Mais la route d'origine était très étroite, avec d'un côté le gouffre et l'absence de garde-fous, et l'autre une pente raide. Les fréquents glissements de terrain, le brouillard et les pluies rendaient le cyclisme ici extrêmement dangereux et imprévisible, ce qui n'a bien sûr jamais empêché les amateurs d'adrénaline du monde entier de venir faire un tour à vélo. Il y a des gens qui aiment vraiment le danger, hein. Si tu aimes les sources chaudes, tu pourrais aussi apprécier une visite au Boiling Lake en Dominique. Ou pas. Située dans un parc national, c'est une cavité remplie d'eau en constante ébullition, provenant des rivières des environs. Elle est maintenue chaude par les sources presque brûlantes de gaz toxiques, et les vapeurs au-dessus de la surface sont également toxiques. Le lac attire les touristes, mais s'en approcher de trop près peut s'avérer très dangereux. On sait qu'il peut exploser et inonder les environs de nuages de gaz. Quelqu'un pour s'inscrire pour l'excursion ? Non, vraiment personne ? Les gens arrêtent leur voiture en plein milieu de l'autoroute et en sortent fascinés, les yeux rivés au ciel. Dans les villes, la foule se presse dans la rue. Les balcons et les toits des maisons sont pleins de gens qui fixent la lune, ébahis. Elle est rouge. Certains crient que c'est la fin du monde. D'autres cherchent à s'abriter. Effectivement, notre lune au blanc perpétuel semble avoir été aspergée de peinture rouge. Aucune raison d'avoir peur si tu assistes à un tel spectacle. Au contraire, profites-en. Un phénomène astronomique rare se déroule sous tes yeux. Il s'agit d'une éclipse totale de lune. Voici le Soleil, l'étoile située au cœur de notre système solaire. Et voilà Mercure, Vénus et enfin la Terre et la Lune. La Terre met 365 jours pour parcourir la totalité de son trajet orbital autour de l'étoile centrale. Dans le même temps, la Lune orbite autour de la Terre et en effectue le tour complet en 27 jours. La Terre crée une zone d'ombre qui traverse parfois la Lune. Cette ombre a une forme conique qui devient progressivement plus étroite. L'astre lunaire se trouve à une distance de 384 000 km de notre planète, soit 9 fois la longueur de l'équateur. À cette distance, la surface de l'ombre est environ 2,6 fois plus large que la Lune.
Une fois dans cette zone, la lumière directe du Soleil ne peut donc pas l'atteindre. Dans ce cas, elle aurait dû disparaître dans l'obscurité. Pourtant, elle est visible et devenue rouge. Cela se produit car les rayons du Soleil traversent l'atmosphère terrestre. Quand les conditions sont réunies et qu'ils se dispersent, une grande partie de la lumière bleue s'évanouit. Les rayons rouges et oranges, quant à eux, continuent leur chemin et atteignent la surface de la Lune. Voilà, tu es le témoin d'un phénomène appelé la lune de sang. D'ailleurs, cette courbure de la lumière se produit au coucher et au lever du Soleil. L'atmosphère diffracte la lumière bleue et le ciel apparaît rouge-orangé. Si tu te tenais à la surface de la Lune pendant une éclipse lunaire totale, la Terre se trouverait exactement entre toi et le Soleil. Tu pourrais alors observer une éclipse solaire. La surface de la Terre deviendrait entièrement sombre pour toi. Tout ce que tu verrais serait la couronne du Soleil qui illuminerait les bords de la planète. Quand on regarde la Terre depuis la Lune, elle a presque la même taille que la Lune observée depuis la Terre. Une éclipse de lune aussi rouge est rare, car plusieurs facteurs doivent coïncider. L'un d'eux est que la Lune doit être pleine. En général, on peut voir 2 éclipses totales de lune par an. En 2038, tu pourras voir 4 éclipses de ce type. Et l'éclipse elle-même peut durer jusqu'à 108 minutes. Mais cela reste exceptionnel. La dernière fois qu'une lune de sang aussi longue a été observée, c'était en 2000. Il y a longtemps, les populations n'avaient pas la même connaissance de notre satellite, et la vue d'une lune rouge pouvait paraître effrayante. On avait tendance à l'interpréter comme un signe négatif et un présage de mauvais augure. Ceux qui connaissaient le calendrier des éclipses pouvaient en tirer profit. Par exemple, Christophe Colomb avait un almanach astronomique et savait quand aurait lieu la prochaine éclipse de lune. Il a volontairement terrifié les habitants des îles Caraïbes lorsqu'il a soi-disant prédit la lune rouge. La Lune a réellement été une boule de lave rouge par le passé. On fait référence ici à un passé lointain, il y a 4,5 milliards d'années. Voici notre système solaire. C'est plein de poussière et d'astéroïdes qui se heurtent constamment les uns aux autres comme dans une sorte de grand billard spatial. Voici la Terre. Elle commence tout juste à se refroidir après les impacts constants d'astéroïdes et de comètes. C'est alors que Theia apparaît à l'horizon. Une planète de la taille de Mars. Elle avait une orbite chaotique et s'approchait de la Terre en spirale. Une collision était inévitable, et à un moment donné, l'un des plus grands crashs de notre système solaire a eu lieu. Theia a frappé la Terre de plein fouet, arrachant une partie de la croûte terrestre qui s'est retrouvée projetée dans l'espace. La Terre, à son tour, a absorbé une partie de la planète qui l'a percutée. Les débris de la collision ont tourné autour de la Terre pendant un long moment. Ils formaient une sorte d'anneau, similaire à ceux de Saturne. Les débris en orbite se sont heurtés et empilés autour d'un centre de gravité commun. C'est ainsi que la Terre a eu sa Lune. Il y a une théorie qui dit que cette collision a participé à la naissance de la vie sur notre planète. Theia a frappé la Terre à un angle parfait. Si la collision avait été frontale, les 2 planètes auraient probablement été détruites dans une gigantesque explosion. Si l'impact avait été latéral, il n'y aurait pas eu assez de débris dans l'orbite de la Terre pour former la Lune. Mais nous avons eu le ticket gagnant. La Lune a stabilisé la rotation de la Terre. La collision a brisé la croûte solide de la planète et a permis aux océans de se former. Tu vois où on veut en venir ? L'eau est à la base de la vie. Lorsque les noyaux de la Terre et de Theia ont fusionné, provoquant la création d'une puissante magnétosphère qui protège tous les organismes vivants des radiations solaires. La Lune, avec le Soleil, contrôle les marées. La gravité lunaire semble attirer à elle l'eau de la surface terrestre, tout comme le Soleil. Autrement dit, si la Terre était une boule d'eau, il y aurait 2 montagnes, une du côté de la Lune et une du côté du Soleil. Et comme la Lune se déplace autour de la Terre, cette montagne d'eau se déplace de la même façon. Si tu te trouves en pleine mer avec un mètre, tu verras que la Lune exerce une force d'attraction qui l'élève de 10 à 15 cm. La Lune est liée à la Terre par la force gravitationnelle. C'est la raison pour laquelle elle ne nous montre qu'un seul côté, comme Mercure et le Soleil. Mais la Lune n'est pas pour autant dans un état stationnaire. Elle s'éloigne d'ailleurs progressivement de notre planète d'environ 4 cm par an. Lentement mais sûrement, dans plus ou moins 600 millions d'années, elle aura tellement rétréci dans notre ciel que nous ne pourrons plus voir les éclipses de Lune. Tu vois ce cratère ? C'est Tycho. Il est visible pendant la pleine lune à cause de ses rayons brillants qui s'étendent sur des milliers de kilomètres depuis son épicentre. C'est le plus jeune cratère sur la Lune. Les scientifiques disent qu'il est apparu là suite à l'impact d'une météorite il y a environ 109 millions d'années. À cette époque, les dinosaures, qui arpentaient encore la surface de notre planète, ont peut-être aperçu l'impact.
Celui-ci a très probablement été accompagné d'une grande explosion comme une salve dans le ciel nocturne. L'humanité adore explorer la Lune. Nous avons mené un paquet de missions là-haut. Au total, 12 personnes ont posé le pied sur la Lune. La force gravitationnelle y est 6 fois moins importante que sur la Terre. Si un individu sur notre planète pèse environ 80 kg, sur la surface de la Lune, la balance n'affichera que 13 kg, soit le poids d'un chien moyen. C'est pourquoi les astronautes bougeaient, sautaient et tombaient de façon si étrange sur la Lune. Si tu t'y trouvais, ta force serait multipliée par 6. Ici, sur Terre, une personne peut soulever en moyenne une charge de 60 kg. Mais sur la Lune, tu pourrais soulever une grosse moto ou un grizzly. La surface de la Lune est couverte de régolithes. Il s'agit de la poussière lunaire qui recouvre le sol ferme. Cette poussière conserve très bien les empreintes de pas. La plus célèbre de ces empreintes, qui a donné lieu à de nombreuses théories farfelues, est celle-ci. Voici l'empreinte et voici la chaussure qu'il a laissée. Mais la chaussure est complètement plate. L'explication est simple. Les astronautes portaient des bottes supplémentaires pour marcher sur la surface lunaire. Elles ont exactement le type de semelle qui a laissé ces marques. En plus des empreintes de pas, nous avons laissé plein d'objets sur la Lune. Parmi eux, plusieurs rovers lunaires, mais aussi une balle de golf, des drapeaux et des déchets humains. Il y a aussi beaucoup de satellites brisés et de pièces de fusée. En tout, il y a environ 187 000 kg d'objets fabriqués par les humains. C'est le poids de 3 avions de ligne, ou 31 éléphants adultes. À l'avenir, nous prévoyons de reprendre les missions vers la Lune. De nouveaux alunisseurs exploreront la surface de notre satellite pour y trouver des ressources naturelles. C'est aussi un endroit idéal pour tester de nouveaux rovers. Nous allons même construire une structure similaire à la Station spatiale internationale en orbite de la Lune, la Lunar Orbital Platform Gateway. Ce sera une plateforme très pratique pour explorer la Lune et lancer des engins spatiaux dans l'espace lointain. Si tu pars d'ici, le vaisseau spatial n'aura pas besoin de dépenser la quasi-totalité de son carburant pour surmonter la force de gravité terrestre. Une station de ce type permettrait donc d'économiser du carburant et de l'argent. Les scientifiques espèrent que nous serons en mesure d'extraire de l'eau de la surface de la Lune. Il a en effet été démontré que de la glace s'y trouvait, notamment au fond des cratères que la lumière du soleil ne peut atteindre. Peut-être y enverrons-nous un rover capable de forer à quelques mètres de la surface pour y chercher de l'eau. L'humanité a déjà la technologie pour construire une véritable colonie lunaire. Jusqu'à 3 jours de voyage seraient nécessaires pour y aller. Il faudrait d'abord apporter suffisamment de panneaux solaires et de matériaux de construction sur la Lune. Celle-ci ne possédant pas d'atmosphère propre, ses habitants potentiels seraient donc démunis face aux radiations solaires. Cela implique la construction de maisons en sous-sol pour les protéger. Les imprimantes 3D modernes permettront de faciliter et d'accélérer la construction. Cependant, les réserves de nourriture et d'eau ne peuvent être maintenues que par un approvisionnement constant depuis la Terre. Il en va de même pour l'oxygène. Chaque lancement de fusée coûtant des millions de dollars, la colonisation de la Lune reste pour l'instant en question. La Lune pourrait aussi bien devenir un objet de tourisme spatial. Imagine, un vaisseau décolle de la Terre. 3 jours de voyage et tu es en orbite autour de la Lune. Le module lunaire se désarime et tu atterris à la surface. Tu montes sur un rover, tu explores les cratères, puis tu retournes sur le module d'atterrissage. Les moteurs démarrent et l'atterrisseur te remet en orbite. Tu t'amarres au vaisseau et retournes sur Terre. Ça promet d'être un super programme pour une semaine de vacances. Dans la situation malheureuse où tu devrais fuir face à un animal dangereux, le pire des scénarios serait de ne pas le voir à temps. Jetons un coup d'œil à quelques-uns de ces prédateurs à l'esprit perçant qui sont passés maîtres dans l'art du camouflage. Tu sais quel est un des anagrammes de perçant ? Que dis-tu de serpent ? Ok, ce n'est pas exactement un anagramme, mais les serpents ont une perspicacité véritablement sidérante quand il s'agit de te mordre, avant même que tu saches qu'il y en a un à proximité. Et nous mordre, ils adorent. On estime que 4,5 millions de personnes sont mordues par ces reptiles chaque année. Malheureusement pour les humains, le serpent ayant le plus haut rendement en venin, c'est-à-dire la quantité de venin contenue dans les glandes à venin à un moment donné, est aussi un expert en discrétion. Voici la vipère du Gabon. Non, ne t'approche pas trop près. Cette espèce de serpent se trouve dans les forêts subtropicales et les savanes de l'Afrique de l'Ouest, notamment en Côte d'Ivoire, au Ghana, en Guinée, au Libéria, en Sierra Leone et au Togo. Elle atteint généralement une longueur d'environ 1 à 2 mètres et peut peser de 9 à 11 kg, ce qui en fait l'une des vipères les plus grandes et les plus lourdes du monde. Et sans vouloir forcer le trait, cette espèce possède aussi les plus grands crocs de tous les serpents venimeux. Ils mesurent au moins 5 cm de long et se replient contre le palais du serpent lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
Si tu n'es pas encore terrifié par cette créature, c'est peut-être le moment de te dire qu'elle a des écailles agrandies sur son nez qui ressemblent à une paire de cornes, parfait pour compléter sa large tête triangulaire et ses pupilles à fente verticale. En tant qu'animal qui pratique l'embuscade, cette créature aime tirer parti de ses écailles marbrées d'un gris brunâtre. Le Bitis gabonica, de son appellation scientifique, est une chasseuse nocturne qui peut rester parfaitement immobile sous les feuilles et les plantes des sols de forêt et attendre patiemment que sa proie passe avant de frapper. Ce serpent est carnivore. Son régime alimentaire comprend principalement des rongeurs, des oiseaux, des grenouilles et des lézards. Son aptitude à la chasse est grandement due à sa capacité à se fondre dans son environnement. Cela rend même la vipère capable de tuer des animaux plus gros comme les mangoustes et les lièvres. Inutile de préciser que si tu réussis à repérer une vipère du Gabon en te promenant en Afrique de l'Ouest, il n'y a que 2 choses auxquelles tu dois penser. Premièrement, ne la caresse pas. D'ailleurs, le mieux à faire est de prendre immédiatement la fuite. Bien que plutôt lents et de nature léthargique, ces serpents ont l'une des morsures les plus rapides qui soient. Leur tête peut se déplacer entre 280 et 320 km/h pendant une attaque. Et deuxièmement, tu devrais peut-être demander à quelqu'un de marcher devant toi, juste au cas où. Heureusement, les morsures de ces créatures sont très rares, car la vipère du Gabon est beaucoup plus paisible que d'autres serpents dangereux, comme la vipère piquante ou le mamba noir. Cela ne veut pas dire que tu ne dois pas être prudent. Lorsque des morsures se produisent, c'est souvent lorsqu'un pied humain marche accidentellement sur la créature, car, comme nous le savons maintenant, elles ne sont pas toujours faciles à remarquer. Pour les malchanceux qui se font mordre, la blessure est vraiment sérieuse. Le venin de la vipère du Gabon est extrêmement dangereux s'il n'est pas contré par un antidote dans les 2 à 4 heures. Bon, ce n'est pas un scoop que beaucoup de serpents utilisent l'art du camouflage à leur avantage, étant donné qu'ils sont près du sol et pas spécialement larges ni grands. Mais pourquoi ne pas nous intéresser à une créature plus grande et que tu imagines sans doute n'avoir aucun mal à repérer? Prenons par exemple un léopard. On trouve des léopards dans de nombreuses régions du monde, comme en Afrique, dans certaines parties du Moyen-Orient, en Asie, notamment en Chine, mais aussi en Inde ou encore dans l'est de la Russie. En moyenne, ils peuvent peser entre 50 et 90 kg et mesurer jusqu'à 2 mètres, sans compter leur queue d'1 mètre. Généralement de couleur jaune sur le dessus et blanche sur le dessous, les léopards ont des taches sombres disposées en rosette sur tout leur corps. Les différents motifs de ces taches ont confirmé l'existence de plusieurs races de léopards. Les léopards noirs sont parfaitement équipés pour traquer d'autres animaux pendant la nuit en se cachant dans l'ombre, grâce à leur pelage tout à fait sombre. Et si tu penses que le pelage tacheté des autres léopards les rend assez faciles à remarquer, ce n'est pas le cas. Dans les environnements où il y a beaucoup de taches claires et sombres de différentes tailles et nuances, il est utile d'avoir de nombreuses taches ou rayures. Il suffit de penser aux zones tachetées de soleil de la brousse africaine et à la façon dont l'animal peut les utiliser à son avantage. Et comme si cela ne suffisait pas pour se comporter de manière furtive, les léopards savent aussi très bien grimper aux arbres. En d'autres termes, ils peuvent aussi te traquer d'en haut. Quels sont les animaux qui se font piéger par les capacités de camouflage du léopard? Eh bien, tout ce qu'il peut dominer, des petits rongeurs aux grandes antilopes. Mais les léopards chassent généralement des proies de petite et moyenne taille, comme les biches et les antilopes. Heureusement, de toutes les espèces de grands félins que tu peux rencontrer lors d'un safari en Afrique, les léopards sont considérés comme les moins susceptibles d'attaquer un humain. La plupart des cas de rencontres dangereuses entre les léopards et les humains se produisent lorsque l'animal est affaibli et incapable de chasser. Dans ce cas, tout est bon à prendre. Même si ces rencontres sont rares, cela ne veut pas dire que tu ne dois pas garder les yeux grands ouverts étant donné leur capacité à se cacher, surtout si tu te trouves sur leur territoire. Au fait, inutile d'essayer de fuir cet animal, qui peut atteindre une vitesse de 56 km/h. Il est intéressant de noter que cette vitesse est en fait plus lente que la vitesse maximale de la plupart des animaux qu'il chasse, ce qui témoigne encore une fois de la capacité du léopard à se cacher pour les surprendre. Il y a beaucoup d'environnements dans lesquels le pelage du léopard est à son avantage du point de vue du camouflage. Mais sais-tu dans quel cas il pourrait ne pas être très efficace? Que penses-tu de l'Arctique? Là-bas, il se peut que tu ne remarques pas une certaine paire d'yeux, de nez et de coussinets qui viennent vers toi, parce que le reste du corps de son propriétaire se fond parfaitement dans l'environnement. Le propriétaire en question est l'ours polaire. S'il peut si bien se camoufler dans son environnement, c'est parce qu'il peut se faire passer pour une congère. Mais ce qui est surprenant, c'est que le pelage de l'animal n'est même pas blanc. La fourrure de l'ours polaire est jaune et sa peau est noire.
Les ours polaires utilisent leur camouflage à leur avantage, non seulement pour la chasse, mais aussi pour leur propre protection. Ce qui est assez étrange quand on sait que les ours polaires sont les plus grandes espèces d'ours et de carnivores terrestres du monde. Ils peuvent peser jusqu'à 600 kg et mesurer jusqu'à 1,50 m à quatre pattes, soit près de 3 mètres debout. Bien qu'il soit difficile à repérer à cause de sa fourrure, c'est l'art de la patience que l'ours polaire préfère utiliser pour chercher sa nourriture. Une méthode de chasse courante consiste à rester parfaitement immobile près du trou de respiration d'un phoque. Et pas seulement pendant des heures, mais pendant des jours. Parfois, cette patience ne paye pas. Et même lorsqu'un phoque remonte pour respirer, son corps glissant fait qu'en moyenne, les ours polaires n'attrapent qu'un phoque sur 5. Les ours polaires sont de très bons nageurs et peuvent aussi chasser dans l'eau. Ils peuvent atteindre une vitesse de 10 km/h en pagayant avec leurs pattes avant et en tenant leurs pattes arrière à plat comme un gouvernail. Leurs pattes sont légèrement palmées pour les aider à nager. Ils sont généralement capables de retenir leur souffle sous l'eau pendant 30 secondes. Heureusement, les interactions entre les ours polaires et les humains sont très rares. Entre 1870 et 2014, il n'y a eu que 73 rencontres dangereuses documentées entre les deux espèces. Comme pour les léopards et les vipères du Gabon, il faudrait vraiment chercher l'ours. Le problème, c'est qu'il y a de fortes chances qu'il te trouve en premier si tu t'amuses à le faire. Parfois, les créatures n'utilisent même pas l'art du camouflage. Elles sont simplement si petites que tu ne peux pas les voir. C'est le cas d'une espèce de méduse connue sous le nom de Malokingi. Cette créature ne dépasse généralement pas la taille de 3 cm, soit l'équivalent d'un ongle de pouce humain. Imagine que tu te trouves sous l'océan et que tu essayes de repérer quelque chose d'aussi petit. La Malokingi a 4 tentacules entourés de tissus qui ressemblent à un halo. Tu peux trouver cette méduse principalement dans les eaux australiennes. Cette créature est surnommée Robert King, à cause d'une rencontre malheureuse avec un touriste américain du même nom, qui visitait l'Australie, s'est baigné et a succombé à sa piqûre. Tu penses peut-être que les méduses flottent sans but dans l'océan toute la journée, mais la plupart d'entre elles sont en fait des chasseuses actives, et la Malokingi ne fait pas exception. Cette créature a même des yeux équipés de lentilles, de cornées et de rétines. Ils lui permettent de voir des images réelles plutôt que de simplement faire la différence entre les zones claires et sombres. Malgré sa petite taille, la Malokingi est extrêmement venimeuse, comme l'a découvert le pauvre Monsieur King. À son contact, elle projette un venin dans le sang des autres animaux grâce à ses cellules urticantes en forme de fléchettes situées à l'intérieur des tentacules. Heureusement, elle ne cherche pas à interagir avec les gens. Toutefois, on estime que 150 millions de personnes se font piquer par toutes sortes de méduses chaque année. Il est donc toujours préférable d'être sur le qui-vive quand tu es sous l'eau. Ah, magnifique! Tu te promènes avec ton ami et tu regardes le ciel. Le soleil semble un peu différent aujourd'hui, comme s'il y avait une sorte d'anneau autour de lui. Regarde ça! Ton ami lève la tête de son téléphone. Tu ne devrais pas regarder directement le « Stop !» dit-il soudainement. C'est un halo. Il faut trouver un abri maintenant, à moins que tu n'aies le plus grand parapluie du monde sur toi. Un halo solaire est un signe de la nature indiquant qu'une tempête de neige ou de pluie se prépare. Il est causé par les nuages constitués de milliards de petits cristaux de glace. La lumière du soleil traverse ces cristaux, si bien qu'elle se divise et se réfracte, comme lorsqu'il y a un arc-en-ciel. Ne regarde pas directement le halo solaire. C'est tentant car ce n'est pas quelque chose que tu vois tous les jours. Et puis, c'est vraiment beau. Mais les rayons ultraviolets peuvent brûler les tissus exposés de ta rétine et causer de graves dommages à tes yeux. Alors, ça n'en vaut pas la peine. Ou alors, mets des lunettes de soleil. Ce phénomène dure environ 40 minutes. Ces nuages sont d'ailleurs les mêmes que ceux qui peuvent parfois provoquer un anneau effrayant autour de la Lune la nuit. En juin 2020, les gens ont vu un nuage enclume, une formation orageuse rare dans le ciel. Formé lorsque de forts courants d'air transportent la vapeur d'eau vers le haut, l'air se dilate et s'étale lorsqu'il atteint le bas de la stratosphère. Il pousse le nuage dense en lui donnant cette forme d'enclume et parfois il devient même un champignon. Les nuages en forme d'enclume produisent certains des éclairs les plus dangereux de tous les orages. Ces éclairs semblent sortir comme par magie du ciel bleu alors que l'orage se trouve à plusieurs kilomètres de distance. Ce type d'éclair provient du sommet de l'enclume et peut être 10 fois plus puissant qu'un coup de foudre standard.
Les gens ont été tellement effrayés par le nuage géant qu'ils ont pensé que quelque chose de terrible avait dû se produire. Ils ont publié des photos du monstre sur les réseaux sociaux avant que les autorités ne puissent expliquer ce qui se passait. Les experts ont réussi à calmer les craintes de tout le monde en expliquant que ce n'était rien de plus qu'un phénomène naturel, tout impressionnant soit-il. Avant de se dissiper, ces nuages restent généralement dans une même zone, quelle que soit la force du vent. Si tu vas vers la côte ouest de la France, tu trouveras l'île de Ré. Grâce à ses belles eaux bleues, ses plages de sable propre et ses phares étonnants, cet endroit est un lieu de vacances très populaire. Mais ce qui est peut-être le plus étonnant sur l'île de Ré, c'est ce qu'il y a juste au bord du rivage, des vagues carrées. Cet étrange motif de vagues ressemble à un échiquier géant sur l'océan. De nombreux visiteurs de l'île sont captivés par ces vagues et se rendent dans des endroits élevés comme les phares voisins pour prendre des photos de ce phénomène naturel. Ils affirment que lorsqu'on voit ces motifs carrés dans l'eau, c'est presque comme s'il y avait une sorte de grille métallique en dessous. Mais même si ces motifs de vagues sont fascinants, il vaut mieux les admirer de loin et rester hors de l'eau. Pour comprendre comment ces vagues carrées se forment, il est important de savoir comment les vagues se produisent en premier lieu. En général, les vagues peuvent parcourir plusieurs kilomètres à la surface de l'eau en fonction des vents et de la météo. Et même les jours où le temps semble plutôt calme, les tempêtes situées au loin peuvent envoyer des vagues déferlantes qui affectent les eaux calmes du rivage. Lorsque les vagues se déplacent vers les rivages de terre lointaines, on appelle cela la houle, ce qui est différent d'une vague qui se produit à cause d'un vent local. Lorsque deux houles différentes venant de directions différentes se rencontrent, on appelle cela une mer croisée. C'est ce qui génère ces vagues carrées que l'on observe près de l'île de Ré. Bien que ces vagues soient l'une des raisons pour lesquelles les gens affluent sur l'île, ils peuvent tout de même s'attendre à profiter d'eau calme et relaxante la plupart du temps. La mer croisée ne se produit qu'à certaines périodes de l'année, dans des conditions météorologiques spécifiques. De plus, tout le monde sait à Ré qu'il faut éviter l'océan lorsque ces vagues carrées apparaissent, de sorte qu'il n'est pas si fréquent d'entendre parler de victimes qui se sont faites piéger. Et comme beaucoup de gens sur l'île sont des touristes, il y a beaucoup de panneaux pour les avertir de sortir de l'eau pendant cette période. Cependant, tout le monde ne reçoit pas forcément l'information. Il y a eu quelques cas où des personnes ont été prises dans la mer croisée, mais par chance, elles ont réussi à s'en sortir. Ces vagues carrées sont devenues relativement célèbres au fil du temps, étant donné qu'aucun autre endroit au monde ne peut se vanter d'avoir une mer croisée comme celle-ci. En fait, personne n'a jamais repéré de vagues carrées ailleurs qu'au large de l'île de Ré. Pourtant, il existe des houles dans tous les océans du monde, et une mer croisée peut avoir lieu n'importe où. Mais si l'angle avec lequel elles s'approchent l'une de l'autre est plus faible, la vague peut donner l'impression de venir de la même direction, même si ce n'est pas le cas. Sans compter que les houles peuvent perdre lentement leur élan à mesure qu'elles dérivent de plus en plus loin, de sorte que leur crête, ou le sommet de la vague, semble plus ronde et moins définie. Les régimes de vent et de météo spécifiques de l'île de Ré créent les conditions parfaites pour engendrer une mer croisée que les gens peuvent clairement reconnaître. Nous sommes en 2009, en Italie. Depuis sa cuisine, un homme voit des lumières vacillantes. Il sait exactement ce qu'il doit faire. Il emmène sa famille dans un endroit sûr. Quelques secondes plus tard, un énorme tremblement de terre frappe la région. Sa famille a survécu grâce à sa réaction rapide. Il savait que ces lumières vacillantes étaient le signe d'un séisme imminent. Les gens voient ces lumières mystérieuses depuis des lustres, et certains pensaient que c'était une sorte de signe venant de l'espace. Les scientifiques ne les prenaient pas au sérieux, mais après l'invention de la photographie, de plus en plus de preuves de ces étranges lumières sont apparues. Bientôt, ils ont compris le lien. Les lumières apparaissent et, très vite, le tremblement de terre frappe. Après avoir un peu creusé, ils ont en fait trouvé des témoignages très anciens de ces lumières de séisme. On raconte que des flammes bleutées sortaient du sol juste avant un tremblement de terre. Les crabes de l'île Christmas participent à un phénomène étonnant une fois par an. Leur période de migration est déterminée par la phase de la Lune et les premières pluies entre octobre et février, bien que la date précise ne puisse pas être prédite. Une fois que les crabes ont reçu le signal, ils quittent leur habitat dans la forêt et migrent en horde massive vers la mer. Se comptant par millions, on peut observer une mer de crabes rouges bloquant les routes alors qu'ils traversent l'île, se frayant un chemin vers l'océan. Là, ils pondent leurs œufs
puis reprennent leur chemin en sens inverse, retournant dans la forêt jusqu'à l'année suivante. Dans l'état indien de Meghalaya, il y a des ponts qui sont entièrement faits de racines d'arbres vivants. Les ponts sont constitués de ces racines épaisses et enchevêtrées qui sont assez solides pour supporter le poids de plus de 50 personnes à la fois. Les tribus Khasi et Jaintia sont passées maîtresses dans l'art de faire pousser ces ponts insensés. Ils en ont besoin pour traverser plus facilement les ruisseaux qui coulent en contrebas. Certains de ces ponts racines ont plus de 180 ans. Pour les fabriquer, les membres des tribus prennent soin des racines jusqu'à ce qu'elles soient suffisamment longues pour atteindre la rive opposée. Cela peut prendre jusqu'à 10 ou 15 ans pour faire pousser un pont. Au cours du processus, les racines s'entrelacent étroitement les unes avec les autres et c'est comme ça que les ponts deviennent si solides. Et une fois qu'un pont est complètement formé, il peut durer plus de 500 ans. Alors que certaines racines se décomposent, de nouvelles poussent continuellement. C'est pourquoi ces constructions naturelles inhabituelles durent si longtemps. Les colonnes lumineuses sont des faisceaux de lumière colorée qui jaillissent de la Terre vers le ciel ou qui brillent depuis les nuages. Habituellement, ils ne se produisent que par temps froid, car ils se forment lorsque la lumière du soleil se reflète sur des cristaux de glace flottant dans l'air. Plus les cristaux sont hauts dans les airs, plus ces colonnes lumineuses et colorées deviennent grandes. Elles sont plus fréquentes au lever et au coucher du soleil. Dans le monde entier, il y a des grottes cachées qui sont remplies de lumière phosphorescente. Cette lumière provient de centaines de vers luisants qui se sont installés confortablement dans ces grottes. Certaines de ces grottes ont plus de 30 millions d'années, et la plupart d'entre elles se trouvent en Nouvelle-Zélande et en Australie. Les vers eux-mêmes ne brillent pas vraiment, mais les bébés vers, appelés larves, fabriquent des brins de soie faits de mucus. Ces brins forment des filets, et ce sont ces filets qui peuvent illuminer toute la grotte. Leur but est d'attirer des mouches et d'autres insectes savoureux dont les vers luisants se régalent. Les arbres arc-en-ciel existent bel et bien. Originaires des Philippines et d'Indonésie, ces merveilles colorées sont appelées eucalyptus arc-en-ciel. Les couleurs sont créées par le contraste de l'ancienne et de la nouvelle écorce. Lorsque les fines couches superficielles de l'écorce s'écaillent, elles révèlent de nouvelles écorces aux couleurs plus vives. L'écorce la plus récente est verte, puis elle passe au violet, puis au rouge et enfin au brun. C'est parce que ces arbres contiennent une substance appelée chlorophylle qui rend l'écorce verte. À mesure que chaque bande d'écorce vieillit, elle perd de la chlorophylle et change lentement de couleur. La Lune, notre fidèle ami. Notre seul compagnon dans ce grand espace sombre et froid. Ce n'est pas surprenant que tous les événements qui lui sont associés, comme les éclipses solaires ou lunaires, nous passionnent. Mais qu'en est-il de la Lune noire, la Lune bleue, la super Lune? En as-tu déjà entendu parler? Eh bien, laisse-moi tout te dire et t'expliquer comment tu peux les observer. Prépare tes calendriers. La distance entre la Terre et la Lune est de 384 472 km. Oui, j'ai mesuré. Ça ne semble pas si loin, n'est-ce pas? Mais crois-moi, la plupart des gens sous-estiment grandement cette distance. Savais-tu que toutes les planètes du système solaire, y compris Jupiter et Saturne, pourraient tenir entre la Lune et nous? Je n'arrivais pas à le croire moi-même. La Lune est liée à la Terre par sa position. C'est pourquoi elle est toujours tournée vers nous avec un seul côté. Il y a plusieurs phases dans un cycle lunaire. La nouvelle Lune est la première phase. Le Soleil éclaire la face cachée de notre satellite, nous ne pouvons donc pas voir la Lune. Elle est presque invisible dans le ciel. La Lune croissante est la partie claire qui grandit progressivement. La pleine Lune est la phase pendant laquelle le Soleil illumine complètement la face visible. La Lune descendante est un déclin progressif de la partie lumineuse. Et enfin arrive une autre nouvelle Lune. Et le cycle entier recommence. Il y a 29,5 jours dans un cycle lunaire, donc cela prend environ un mois si on fait abstraction du mois de février. Mais pourquoi est-ce que je te raconte tout ça? Pour que tu puisses mieux comprendre la Lune noire. Un événement astronomique rare qui se produit une fois tous les 29 mois, soit 2 ans et demi. Ce terme n'existe pas en astronomie. Il a été inventé par les astrologues. Il n'est pas officiel et a plusieurs significations. La lune noire peut signifier la deuxième nouvelle lune dans un mois. Habituellement, il n'y a qu'une seule nouvelle lune par mois, en avoir deux est donc un phénomène rare. Cela est dû à un léger décalage entre le cycle lunaire et le cycle annuel de la Terre. Un peu comme les années bissextiles. Lune noire peut aussi vouloir dire autre chose. Par exemple, habituellement, il n'y a que 3 nouvelles lunes par saison. En gros, une nouvelle lune toutes les 30 jours. Cependant, s'il y en a 4,
La lune noire signifie la troisième. Il existe également des significations moins populaires. Par exemple, c'est ainsi que les gens appellent le mois de février quand il n'y a pas de nouvelle lune ou de pleine lune. Cela se produit environ une fois tous les 19 ans. Mais qu'est-ce que cela a de si spécial ? Le satellite est entièrement caché dans le ciel pendant une nouvelle lune normale. Mais pendant une lune noire, tu pourras voir sa silhouette sombre. Tu devras choisir un bon endroit sans lumière de la ville. Si tu habites dans une grande ville, tu auras du mal à la voir sans télescope. De plus, comme le ciel devient noir durant ce phénomène, tu pourras voir différentes constellations qui étaient cachées auparavant, ainsi que Jupiter et Vénus. La dernière fois que ce phénomène s'est produit, c'était le 30 avril 2022. Tu pouvais l'observer dans la plupart des régions des États-Unis, à l'exception des zones de l'heure du Pacifique, de l'Alaska ou d'Hawaï, à Aloha. Oui, malheureusement, si c'est la première fois que tu entends parler de la lune noire, tu l'as déjà raté. Tu devras maintenant attendre encore 2 ans et demi. La prochaine lune noire aura lieu en septembre 2024 selon la méthode standard et le 19 mai 2023 selon la méthode saisonnière. Mais ne t'inquiète pas, tu pourras toujours voir un autre événement astronomique. Il était une fois une lune bleue. Je ne me moque pas de toi, je suis sérieux. Tu peux toujours voir la lune bleue. Enfin, pas littéralement, bien sûr. La lune ne devient pas bleue. C'est juste ce que les astrologues appellent la deuxième pleine lune en un mois. Les lunes noires et bleues sont similaires par définition, mais elles sont en fait opposées. Si la lune noire est une deuxième nouvelle lune rare dans un mois, la lune bleue est une deuxième pleine lune rare. Elles se produisent aussi toutes les deux tous les 29 mois. Pas si rare, n'est-ce pas ? Il est assez ironique que cet événement soit nommé la lune bleue. Le folkloriste Philip Hiscock suppose que le terme lune bleue, dans sa version calendaire, a été inventé par l'almanach des fermiers du Maine en 1937. Un autre événement astronomique intéressant s'appelle la superlune. Fais le plein de télescopes et cherche des collines, car tu verras une lune exceptionnellement brillante et grande, comme celle que l'on voit seulement dans les films. Que signifie exactement une superlune ? Tu vois, la Lune ne tourne pas autour de la Terre dans une orbite circulaire. Son orbite est elliptique, et l'endroit où elle est le plus proche de la Terre est appelé périgée. Une superlune est un phénomène qui se produit lorsque la pleine lune coïncide avec le périgée. Pour cette raison, elle nous semble particulièrement grande et brillante. Son diamètre est 14% plus grand, et elle est 30% plus brillante que d'habitude. À ce propos, ce phénomène est souvent confondu avec l'illusion lunaire. Pendant l'illusion lunaire, la Lune est basse au-dessus de l'horizon et paraît visuellement plus grosse. Sur les 12 ou 13 pleines lunes annuelles, 3 ou 4 sont des superlunes. Mais la plupart d'entre elles ne sont pas très significatives. Tu ne verras probablement pas de différence du tout. Les plus intéressantes sont les grandes et rares superlunes. Pendant celles-ci, la Lune devient réellement grande. La dernière grande superlune s'est produite en 2016. Malheureusement, les superlunes de grande envergure sont rares et se produisent environ une fois tous les 18 ans. La prochaine se produira seulement en 2034, mais nous pouvons observer des superlunes plus petites assez fréquemment. En 2022, elles auront lieu le 14 juin et le 16 juillet. Il existe aussi un phénomène opposé appelé microlune. Tu as probablement déjà deviné ce que cela signifie. Il se produit lorsque la pleine lune est à son point le plus éloigné de la Terre. Ce point est appelé apogée. La prochaine microlune, en 2022, a eu lieu le 29 juin. En 2023, nous pourrons l'observer le 7 janvier, le 5 février et le 16 août. Bien sûr, tu n'es pas obligé de suivre chacun de ces événements. La plupart des gens sont plus intéressés par des éclipses lunaires et solaires. D'ailleurs, fais-tu partie des personnes qui confondent ces deux événements ? Fais le test. Mets cette vidéo en pause. Décris ce que signifient ces deux éclipses. Comparons ta réponse avec la définition correcte. Tu es de retour ? Ok. Donc, une éclipse solaire est un phénomène où la Lune recouvre entièrement ou partiellement le Soleil. Une éclipse solaire est possible uniquement pendant la nouvelle Lune, lorsque la Lune elle-même n'est pas visible. Beaucoup de gens pensent que cet événement est incroyablement rare, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Une éclipse lunaire est un phénomène au cours duquel la Lune se trouve complètement ou partiellement dans l'ombre projetée par la Terre. L'éclipse lunaire peut seulement se produire pendant la pleine Lune, lorsque la Lune se trouve à proximité du nœud de son orbite. Si tu as deviné, bravo! Sinon, ne t'inquiète pas. Beaucoup de gens les confondent. En 2022, une éclipse solaire partielle aura lieu le 25 octobre. Elle sera visible en Europe, en Asie du Sud et de l'Ouest, en Afrique du Nord et de l'Est, et dans l'Atlantique.
Comme je l'ai mentionné, une éclipse solaire totale n'est pas aussi rare que beaucoup de gens le pensent, mais le problème est qu'elle n'est pas toujours visible depuis n'importe quelle partie de la planète. Donc si tu veux voir cet événement, assure-toi de consulter le calendrier et de voir depuis quelle partie de la Terre tu pourras le voir. Et n'oublie pas des lunettes spéciales. Les éclipses lunaires sont cependant beaucoup plus fréquentes. Les éclipses lunaires partielles se produisent presque tous les mois, mais une éclipse lunaire totale aura lieu en 2022, dans la nuit du 7 au 8 novembre. Tu pourras la voir dans presque toutes les régions du monde, sauf en Afrique. J'ai entendu dire que les zèbres étaient carrément dégoûtés. La Lune est un satellite vraiment fascinant. Tu penses que c'est juste une petite boule de roche. Mais en réalité, il y a tellement d'événements intéressants qui lui sont liés. Quels événements lunaires rares as-tu vus ou veux-tu voir dans ta vie ? As-tu observé des événements astronomiques rares et fascinants ? N'hésite pas à les partager dans les commentaires.